Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 256 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, la grande preview des finales NBA. Bon, alors, ça y est, c'est le grand jour, enfin. Normalement, nous sommes jeudi 6 juin, au moment où vous entendez ça. C'est le début des finales NBA ce soir. Et donc aujourd'hui, programme extrêmement simple, on fait la preview tactique des finales NBA. Allez, c'est parti. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, la grande preview des finales NBA entre les Dallas Mavericks et les Boston Celtics. Bienvenue dans le Basket Lab. Dallas Mavericks contre Boston Celtics, donc les finales NBA, vous le savez, les finales 2024 qui vont être à mon avis très intéressantes. Et donc on peut commencer directement, attaquons peut-être par le côté le plus intéressant, j'allais dire non, pas intéressant, mais peut-être celui qui attire le plus à l'attention comme d'habitude, c'est l'attaque de Dallas, bien entendu, avec donc ce dilemme, le dilemme Luka Doncic, le dilemme du pick and roll. Pas que le pick and roll, mais ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Donc allons-y, allons de ce côté U1 pour commencer dans cette preview tactique. Déjà, je pense qu'il faut commencer par ça, et on l'avait déjà souligné contre OKC, on l'a déjà souligné contre Minnesota, mais il y a la question pour moi assez fondamentale du premier rideau défensif, en fait. Et quand j'appelle le premier rideau, c'est qui est-ce qui est en face de Luka Doncic. Pourquoi ? Parce que, comme déjà dit, avec Doncic, c'est pas un porteur de balle classique, c'est pas un mec qui fait 6-3, 6-4 ou autre. On a vraiment affaire à un mec extrêmement puissant, extrêmement imposant, et qui donc, finalement, juste coulisser et rester devant, ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas. Il faut arriver à avoir un certain degré de physicalité, pardon pour l'anglicisme, de dureté physique, pardon plutôt pour le dire en français, et de capacité en fait à repousser aussi. C'est pas seulement coulisser et contenir et rester en face, c'est aussi arriver à repousser, à l'empêcher d'aller sur ses spots, ce que typiquement Lou Dort arrivait à faire contre OKC, cette donnée un peu physique, isolation en pick and roll, mais de passer devant ou d'empêcher la progression, et ce que n'est pas arrivé à faire Minnesota, comme on pouvait un peu le craindre malheureusement. Donc c'est vrai que cette donnée du premier rideau défensif, pour moi, elle est importante, elle est même primordiale avec Dallas. Et c'est vrai que, pour le coup, je pense que côté Boston, on est un peu plus dans la veine de Minnesota que de OKC. Parce que, certes, on a un Holiday qui ressemble tout de même assez à Lou Dort, mais je pense qu'on n'est tout de même pas à ce point costaud. Et voilà, en plus, il y a une donnée de taille qui est assez énorme avec Doncic. Donc, pour moi, Jour Holiday est peut-être le moins pire ou le mieux, ça dépend comment est-ce qu'on veut le tourner, mais effectivement c'est un match-up qui est plutôt pas mal, mais on a vu que voilà, même Jour Holiday, il peut se faire abuser en 1 contre 1 sur la puissance pure et dure par Luka Doncic. J'ai sorti une vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps, je crois hier du coup pour vous, qui montre un peu ça, et donc on voit que Jour Holiday, qui contre 99% des porteurs de balles ou autres extérieurs s'en sort très bien en termes de physique justement et d'épaisseur de torse. Là, contre Doncic, on a vu en saison régulière que au post-up, il se fait un peu manger, et même sur le contenir des drives, ok, il coulisse, mais il n'arrive pas à stopper, quoi. Donc voilà, il y a cette donnée très importante pour moi du premier rideau. Jour Holiday, peut-être le moins pire, mais un mec comme Derrick White aussi, défenseur d'élite, mais qui est un peu dans ce qu'on a dit avec Jaden McDaniels, c'est-à-dire excellentissime navigateur d'écran, élite en termes de technique défensive, vivacité, coordination, agilité, etc., mais qui n'a pas du tout cette notion de puissance, quoi. Donc Derrick White, à mon avis, ça passe pas en tant que défenseur en premier rideau sur Doncic. Bon, cela dit, c'est pas très grave puisqu'il faut bien quelqu'un pour aller sur Irving, et je pense que le match-up est peut-être un peu mieux sur Irving, et même assez bon sur Irving. Donc voilà, ni Jour Holiday, ni Derrick White, ni peut-être Jaylen Brown non plus, et ni Tatum. Même Tatum, on a vu qu'il pouvait se faire un peu dégager du chemin, et puis même si Tatum, franchement, ça me plaît pas mal, Tatum, même si c'est pas Lou Dort, c'est pas idéal. Ça me plaît pas mal, mais à quel point est-ce que tu as envie qu'on ait forcément Tatum qui va être le moteur de l'attaque, notamment à quel point tu as envie de le faire défendre à ce point sur Doncic, au prix et au risque de certaines fautes et au-delà de la fatigue, c'est surtout les fautes que tu payes cher ensuite. Voilà, je sais pas, et
Pourquoi est-ce que pour moi, comme dit, ce premier rideau est à ce point important? Parce que d'une part, ça permet à Luka Doncic et à Dallas d'initier de l'attaque sans rien faire, littéralement, sans système et même sans écran. Doncic n'a même pas besoin d'un écran pour créer un décalage initial, il peut juste attaquer en isolation ou en post-up, donc ça c'est quand même top. Plus aussi le fait que sur pick and roll, quand tu vas faire un drop, quand tu vas faire un edge, ou qu'importe le type de couverture, on va en parler, mais normalement, il y a un peu cette notion aussi de le premier rideau doit être assez compétent. Or, avec Doncic, c'est pas tant le fait de devoir traverser les écrans très vite et aller en position parce que le mec, l'attaquant est rapide. Non, dans ce premier rideau, et de traverser l'écran, il y a aussi une notion de il faut que je traverse et que je revienne en position pour essayer de le freiner, de le gêner le plus possible. Vraiment de cette notion d'offrir une résistance au contact, ce que, encore une fois, n'avait pas réussi à faire notamment un Jaden McDaniels, et c'est pour ça qu'on a vu que, vous avez entendu parler, le drop qui a fait tant de bruit contre Minnesota, pour le coup, OKC est resté en drop toute la série contre Doncic, à peu près, à part quelques séquences par-ci par-là, mais OKC, ils sont restés en drop, et pourquoi ça marchait? Parce qu'il y avait Lou Dort, en fait. Et vraiment, ça change tout. Donc, cet aspect en finale de conférence, on a découvert que Luka Doncic pouvait battre le drop, c'est pas nouveau en fait, c'est juste que Minnesota n'avait pas ce premier rideau assez costaud qu'a pu avoir OKC, qui eux sont restés en drop et personne n'en a fait un débat national, j'ai envie de dire. Et là, donc, voilà, l'importance du premier rideau sur isolation, premièrement, sur tout ce qui est traverser les écrans et tout ce qui est donc drop, edge, etc. Couverture un peu classique du pick and roll, si on peut dire. Et puis troisièmement aussi, pourquoi est-ce que c'est important cette donnée-là? C'est qu'on a affaire aussi à une défense qui est en switch all. Donc, une défense qui va beaucoup pratiquer le switch, changer sur les écrans. Quel est un peu le but de cette philosophie? C'est que justement, quand on change sur l'écran, on ne concède aucun décalage. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas un décalage, il n'y a pas un avantage pour l'attaque en termes de soit on laisse un peu libre devant le ballon, soit on laisse un peu libre le rollman, qui est le poseur d'écran, qui peut ensuite rouler au panier, soit on peut, voilà, il y a plein de petits décalages par-ci par-là. Voilà, a priori, le switch, ça permet de faire ça, mais donc le problème, c'est que si tu fais un switch, tu vas forcément avoir pas mal de monde face à Luka Doncic. Donc, c'est là-dessus où je pense que je vais un peu insister par ça pour commencer, parce que isolation, possiblement d'attaquer comme ça. Le premier rideau pour des couvertures un peu classiques et traditionnelles du pick and roll, et puis même pour le switch. Ça peut rentrer en compte là-dedans, cette notion du 1 contre 1. Donc, à noter, et comme dit, point de bascule, parce que si en effet on se rend compte que Jrue Holiday ou Tatum arrive à tenir pas mal au contact, ça peut faire pencher la balance, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Je pense vraiment que ça va être un peu compliqué, d'autant plus que je parlais d'isolation, mais il faut aussi souligner le post-up. Pour le coup, Doncic, c'est aussi une arme dont dispose Jason Kidd, qu'il a déjà utilisé pas mal de fois. Alors, peut-être pas autant que je voudrais, mais il est capable d'utiliser ça, on change et on va en post-up pour aller affronter quelqu'un de plus petit, plus léger. Donc voilà, Doncic, il peut faire ça. Et donc, on arrive aussi à cette question du pick and roll. Voilà, on a évacué le premier rideau qui était un peu la notion principale à mon avis. Et donc, le pick and roll, comment gérer les pick and roll de Luka Doncic? C'est un peu toute la question. Et pour moi, on a un peu, je l'ai même pas précisé, mais au moment où moi j'enregistre, on n'a toujours pas de nouvelles précises pour Porzingis. A priori, il pourrait revenir, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas sûr, et surtout, il faudrait voir dans quel état. Mais pourquoi est-ce que je parle directement de Porzingis? Parce que, pour moi, on va avoir affaire à deux schémas différents, c'est-à-dire Porzingis, on va pas switcher, évidemment, et Al Horford, en pivot, on va switcher. Voilà, les deux backups, et donc possiblement, si Porzingis manque des matchs, malheureusement, on devrait avoir affaire à Al Horford qui pourrait donc démarrer et donc avoir de longues séquences de switch all. Donc on a ça sur les pick and roll, switch all, et puis de l'autre côté, donc Porzingis qui plutôt va faire, je pense, tout ce qui est un peu drop, tout ce qui est un peu edge. Donc drop, qu'est-ce que c'est? C'est rester bas par rapport au niveau de l'écran, le temps que l'autre traverse l'écran, l'extérieur traverse l'écran et vienne contester ou revienne dans l'action. Le edge, qu'est-ce que c'est? Alors ça dépend de quel type de edge, mais notamment le edge, le soft edge, c'est on monte au niveau de l'écran, soft edge ou show, parfois on appelle ça, donc littéralement venir se montrer au niveau de l'écran pour stopper la pénétration. Et puis ensuite, il y a parfois du hard edge, qu'on a vu d'ailleurs en saison régulière, en deuxième mi-temps du deuxième match de la saison régulière, on a vu quelques hard edge parfois, et là c'est une tactique vraiment très agressive de faire un 2 contre 1 sur le ballon, vraiment en sortant très haut, mais donc on se découvre derrière. Et donc voilà, je pense que de base il faut quand même établir le fait que on va avoir affaire avec notamment les séquences Porzingis, avoir affaire avec un Luka Doncic qui va attaquer parce qu'il sait que ça ne switche pas. Donc ça va donner un décalage quelque part, sachant aussi que ça m'étonnerait qu'on reste en deep drop, c'est-à-dire que ça m'étonnerait qu'on ait un Porzingis qui reste extrêmement bas par rapport au niveau de l'écran. Je pense que le but c'est pas de le faire monter au niveau de l'écran, mais
on va dire un peu entre les deux, quoi. Un peu à 1 mètre, 2 mètres, quoi. D'essayer de contenir, mais tout en restant bas. Parce que le problème aussi, on l'a même pas encore précisé, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas des switches avec Porzingis? C'est parce que très grand, centre de gravité très haut, et donc beaucoup de mal à changer de direction, se réorienter. Donc voilà, pour Doncic, c'est du pain béni, ça. D'avoir un switch Porzingis, c'est donné, quoi. C'est des points faciles. Donc, évidemment, pas de switch a priori avec Porzingis. Donc, ce qui fait que forcément, on pourrait arriver à des situations où, par exemple, on fait un drop. Or, le problème, pour moi, c'est que le drop, c'est bien, et Boston et Porzingis, c'est pas mal, mais puisqu'on parle de drop et puisque ça a été dans la conversation, encore une fois, à l'échelle nationale depuis 2 semaines avec les finales de conférence, le fait est que pour moi, Boston est une moins bonne défense de drop que les Timberwolves. Et pour une raison assez simple, c'est qu'on n'a pas le même degré, le même calibre de défenseur de drop qu'avec Gobert, en fait, très simplement, qui est le meilleur défenseur de drop qu'on ait en NBA et le meilleur depuis 10 ans, peut-être, même un peu plus, sans doute. Mais voilà, on n'a pas du tout à faire la même chose, et même Gobert, on a vu que pourtant, même lui, il a pu se faire gêner, en fait. Hein. Il a pu être gêné par ça, parce que le fait est que dans un drop comme Porzingis, par exemple, va rester bas, ça va donner de l'espace en sortie d'écran à Doncic, qui va pouvoir aller sur ses spots à l'intérieur, avec un premier rideau pas forcément capable de le bousculer, de l'empêcher de progresser et d'aller très loin. Et une fois qu'il est sur ses spots un peu dans la raquette, c'est un peu fini. Parce que soit c'est flotteur ouvert si Gobert ou alors Porzingis, si Porzingis ne monte pas sur Doncic, ça fait un flotteur ouvert. Et si Porzingis décide d'aller sur Doncic, ça libère le alley-oop dans le dos. Voilà, donc c'est là-dessus où on a vu que Minnesota a beaucoup galéré, soit côté Doncic, soit côté passing de Doncic quand ça montait un peu plus sur Doncic. Donc, premier élément. Sachant aussi que, j'ai déjà développé, je ne vais pas le refaire, le podcast bilan de la série d'avant, mais en effet, Minnesota s'est aussi ajusté petit à petit en apportant des aides de plus en plus pour aider ce fameux drop. Mais sauf que même là, Jason Kidd a réussi à s'ajuster, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire, quand il y avait des stunts ou des aides en plus qui se rajoutaient à l'action pour protéger ce drop et ce fameux espace devant le drop, on a réussi à organiser le terrain de telle ou telle manière, c'est-à-dire avec seulement un shooter côté faible, comme ça quand il y avait une aide, elle pouvait être punie de suite, ou alors personne sur l'aile, comme ça il peut pas y avoir un mec sur l'aile qui fait un stunt. Voilà, il y a plein de manières qui ont été trouvées, et il y a aussi des spin pick and roll, c'est-à-dire on fait un écran dans le dos du mec qui veut faire un drop. Donc imaginez Porzingis qui essaie de reculer et faire un drop, et en fait il se prend un écran d'un extérieur qui l'empêche de reculer. Donc voilà, un spin pick and roll. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est que pour moi le drop, de toute manière, il va se faire cibler. Il va se faire attaquer Porzingis. Donc, tout dépend de à quel point est-ce que ça peut tenir. Tout dépend on verra, on va y arriver aussi par la suite. Le point central, c'est pas tant le drop, c'est pas tant le edge, c'est pas tant le switch en lui-même, c'est ce qu'il va y avoir autour. Donc voilà, et puis, il y aura aussi la question des match-up. Et notamment, avant de passer à ça, c'est vrai que l'autre aspect, donc le switch all, pourquoi est-ce qu'on fait un switch all? C'est pour, comme dit, ne concéder aucun décalage. Ça, c'est un peu la base, mais même ça dans la théorie, c'est vrai qu'il existe des solutions. Notamment le contre-move le plus classique, c'est... Alors, premièrement, je ne pensais pas à celui-là, mais premièrement, c'est les écrans qui sont placés très très haut, notamment. Hein. Donc, on a vu ça contre Minnesota, que le contre-move de placer un écran très haut fait que, même si tu veux switcher, t'as pas envie de... Enfin, si tu veux switcher et que tu montes au niveau de l'écran, forcément, tu laisses beaucoup d'espace dans ton dos. Et donc ensuite, sur une ligne droite avec beaucoup d'espace, face à un intérieur, Luka Doncic qui avance contre Al Horford qui recule, c'est compliqué de gérer autant d'espace. Donc ça, c'est premier contre-move. Et puis l'autre contre-move, surtout, c'est l'écran glissé. Et ça, c'est ça qui va être assez important, je pense, parce que si, en effet, on a Al Horford qui défend Derek Lively, Lively peut tout simplement glisser l'écran. Et donc, au moment du switch, il y a un peu un moment de latence, forcément, un moment un peu où on va dire c'est un peu flou, et c'est normal, hein, mais entre le moment où le premier défenseur donne la responsabilité au deuxième. Voilà, dans un switch, on change, on se donne la responsabilité de l'un à l'autre, on change sur l'écran, mais il y a forcément un moment, un quart de seconde, parfois un peu moins, où c'est un peu, voilà, on est dans cet entre-deux, et donc l'écran glissé, qu'est-ce que c'est? C'est, je ne pose pas un vrai écran, je glisse directement au panier. Et je profite de ce temps de, ah tiens, est-ce qu'il est à moi, est-ce qu'il est à toi? En fait, moi je suis déjà en train de rouler au panier. Donc ça, c'est aussi un contre-move assez important. Et puis l'autre contre-move, entre guillemets, au switch, c'est juste le fait d'attaquer le switch, en fait. Si tu me donnes sur un plateau à Horford, ok, j'ai pas de décalage sur le pick and roll, donc j'ai pas un roll ouvert, j'ai pas un pull-up ouvert, j'ai pas un drive ouvert parce qu'il y a pas d'espace, ok, mais juste en fait je ralentis, j'ai Al Horford et puis j'isole Al Horford et puis je l'attaque, en fait.
Et là-dessus, c'est là que réside toute la force de Dallas, c'est cette capacité en fait à punir les mismatchs. Doncic est un véritable mismatch killer. C'est même plus que ça. C'est un défenseur killer en fait, parce que on a vu contre les Wolves que c'était même pas que les mismatchs. Même McDaniels, même Anthony Edwards, donc les défenseurs principaux, même eux, il est capable de les emmener 1 contre 1 avec son rythme hyper lent, pas de premier pas rapide, enfin pas hyper rapide en tout cas, pas explosif, mais avec son rythme lent, il est capable de les amener tranquillement au panier, sans écran, sans décalage. Il rentre l'épaule, il obtient l'angle, et puis il fonce sur le contact et il va jusqu'au panier. Donc voilà, Doncic, c'est plus qu'un mismatch killer. C'est un défenseur killer d'isolation sur n'importe qui, même des défenseurs principaux. Donc autant dire que si ça en vient à switcher avec donc Allerford ou possiblement donc Tillman aussi, Xavier Tillman, on verra, on parlera de la rotation plus tard. Mais voilà, il y a aussi ce contre-move très simple de soit on fait un écran glissé, soit on fait un écran très haut, soit justement en fait si tu switches, j'attaque. Donc il y a ça qui est un peu un problème. C'est pour ça qu'on parle de dilemme du pick and roll, c'est que vous avez vu qu'on a décrit plein de situations où à chaque fois Dallas semble avoir une réponse. Mais comme dit, c'est aussi la définition de Luka Doncic et d'un tel meneur qui a les réponses à tout, qui a littéralement réponse à tout sur pick and roll. Alors après, avant de passer sur un autre aspect, l'aspect le plus important pour moi, parce que là on dit les couvertures de pick and roll, mais comme dit, c'est pas ça le plus important. L'autre aspect, c'est est-ce que on va voir des blitz? Est-ce qu'on va voir des prises à 2 extrêmement agressives? Ça va nous permettre d'ailleurs de faire cette transition, puisque quand tu fais une prise à 2, quand tu fais un blitz ou quand tu fais un hard edge, bon, c'est pas pareil, un blitz, c'est un peu, je monte très haut, je fais une prise à 2, parfois on dit trap aussi, une trappe, pas en français, hein, le mot anglais trap, T-R-A-P, enfin c'est pareil, mais je veux dire, c'est pas la même orthographe, on se perd déjà, pardon. Mais bref, quand tu mets 2 sur le ballon, que ce soit vraiment 2 qui restent sur le ballon, ou même 2 sur le ballon pendant juste un moment assez court, quel est le problème? C'est que Doncic, même là, c'est le meilleur passeur du monde en tant que porteur de balle, bon, Jokic un peu à part, mais c'est le meilleur passeur du monde sur ce rôle-là, et on a bien vu qu'il est capable de punir avec... Surtout, en fait, c'est ça la clé, c'est qu'il est capable de punir avec une aisance incroyable. Vraiment, je pense que ça, on s'en rend pas compte, mais c'est là où la taille rentre en compte, et elle est primordiale, parce qu'on a vu contre Minnesota que même, il y avait des fois où on avait Naz Reid avec toute sa taille, toute sa longueur, qui faisait un blitz agressif, et pareil pour Gobert, taille, longueur de bras, etc. Et le mec, il ne paniquait pas, en fait. Doncic ne panique pas, et par-dessus toute cette longueur et tous ces centimètres qui pourraient étouffer à peu près n'importe qui, en fait, Doncic, pourquoi est-ce qu'il panique pas? C'est qu'il a les bonnes lectures dans la tête, donc il panique pas de ce point de vue-là, mais il a aussi la capacité à, je reste debout et je passe par-dessus, en fait, avec moi-même, ma taille et mes bras. Donc, c'est là-dessus où un petit pourrait paniquer et dire, mince, il faut que je recule, il faut que j'aille dans cet angle-là pour libérer un angle de passe, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Doncic, il est pas du tout paniqué. Allez voir, il reste vraiment debout sur ses appuis, tranquille, quoi. Donc, il y a ce problème aussi de à quel point est-ce qu'il faut faire un blitz, à quel point est-ce que la solution, ce serait pas de faire des prises à 2 extrêmement agressives pour le forcer à lâcher la balle, quitte à concéder des choses ailleurs. Et donc, c'est là où on arrive aussi au point principal pour moi. Je sais que beaucoup de monde discute un peu de tous ces types de couvertures différentes de pick and roll. Pour moi, l'essentiel n'est pas là. Je l'ai fait un peu là. J'ai décrit pourquoi est-ce que ça peut poser problème. Je l'ai fait, mais pour moi, c'est pas ça le principal. Parce qu'en fait, justement, on a bien vu que n'importe et qu'importe le type de couverture de pick and roll, Doncic va pouvoir et va être capable de le battre. Voilà, c'est comme ça. On a cet aspect où il peut prendre le pull-up à 3 points, tu passes sous l'écran. Il peut driver à l'infini, à volonté et en étant très bon. Il peut faire la passe au alley-oop si tu montes un peu trop sur lui. Il peut faire la passe par-dessus une prise à 2 si tu fais une prise à 2, etc., 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 à l'infini. Il peut faire aussi la passe vers le corner opposé si tu fais une prise à 2 et que tu compenses derrière et que n'est ouvert que seulement le corner à 3 points opposé. Il peut faire cette passe-là aussi. Donc, ok, justement, puisque Doncic est capable de battre tout type de couverture différente, pour moi, ça sert pas à grand chose de discuter de ça, et à mon sens, le plus important, et ce qui va décider de la série, c'est l'attitude de la défense collective de Boston. Et pour le dire donc assez simplement, à quel point est-ce qu'on va avoir une escouade de Boston dans ses rotations et ses positions off-ball, loin du ballon, qui vont être agressives ou pas? Parce que, pour le coup, si on se base sur l'échantillon de saison régulière des 2 matchs qu'on a eu, ce qu'on voyait, c'est que ça aidait pas tant que ça, quoi. Et c'était même allez voir la vidéo encore une fois si ça vous intéresse de le voir concrètement, mais moi c'est un reproche que j'ai sur ces matchs-là, c'est ok, tu fais un switch, il n'y a pas de problème. Je comprends la philosophie du switch, de dire on change sur l'écran, aucun décalage. Ok. Mais tu peux pas ensuite faire ça et ne pas protéger ton switch. Tu peux pas concéder le 1 contre 1 à Allerford Doncic et ne pas venir aider nulle part dans l'action, ni en tête de raquette, ni au panier, ni nulle part. Alors, ok,
ça a une vertu qui est que tu viens un peu piéger l'attaquant vers de l'isolation, qui est une action moins rentable qu'une action avec décalage, avec extra pass, driving kick, etc., etc. Ok, mais sauf que là où ça marcherait pour la majorité des joueurs NBA, ça marche pas avec Doncic qui est à ce point bon pour punir les switches. Et puis, on peut rajouter aussi ça, Irving également. Kyrie aussi, c'est pas Doncic, mais on est quand même sur quelqu'un, un des tout meilleurs de NBA pour punir les switches également. Donc, c'est là-dessus où ça va être très compliqué, et c'est pour ça que je dis, qu'importe le type de couverture défensive, c'est pas ça qu'importe. Ce qui importe, c'est à quel point est-ce que tu vas être agressif par ailleurs. Et comme dit, en saison régulière, ils l'ont pas trop fait, mais bon, c'était que la saison régulière, donc bon, bah, tu laisses en isolation en 1 contre 1 Peyton Pritchard contre Doncic ou alors Ford contre Doncic. Bon, mais voilà, ok, c'est la saison régulière, on va dire. En playoff, j'espère un peu plus. Et surtout, c'est vrai que en termes de, en termes d'attitude et de tendance générale de Boston toute la saison, on n'est pas complètement sur une des défenses les plus proactives de NBA, justement. C'est un peu là-dessus que toute leur philosophie est bâtie, c'est-à-dire on mise un peu sur la rentabilité. Sur vraiment ce côté où on switch tous les écrans, comme ça, c'est compliqué de faire des actions un peu complexes face à nous et de créer des décalages un peu partout et de manière variée. On switch, et l'idée, le but principal de cette défense, c'est en switchant, en concédant des mismatchs et des match-ups, on attire un peu vers de l'isolation, et c'est des tirs pas rentables. Ok. Mais en l'occurrence, par ailleurs, c'est pas non plus une défense qui donc va beaucoup aider sur les switches, justement. En tout cas, d'habitude. Et en saison régulière, c'est plutôt ça. Donc, c'est là-dessus où je pense qu'il n'y a pas forcément les automatismes. Je pense que le plan de base et la philosophie de l'équipe, c'est ça. C'est donner ce switch et attirer et laisser l'adversaire essayer de punir un switch, ok. Mais sauf que, comme dit, Doncic, c'est pas n'importe qui. Donc lui, pour le coup, t'es obligé de venir aider. Et donc, comment est-ce que ça peut se manifester? Et là, je parle de switch, mais pareil pour les drops, pareil pour les edges, pareil pour tout en fait, même pareil pour l'isolation. À quel point est-ce que tu vas venir aider sur l'action et sur le ballon? Voilà, la couverture de pick and roll, à la limite, on s'en fiche un peu royalement. J'exagère beaucoup, mais voilà, j'exagère. On s'en fiche un peu. Ce qui va compter, c'est, ok, tu fais ton switch, mais ensuite, pour l'empêcher de driver un peu tranquillement et attaquer le mismatch, il faut que tu aies un stunt, il faut que tu aies quelqu'un qui vienne boucher l'espace en tête de raquette, en venant depuis l'aile, par exemple. Il faut que tu aies quelqu'un en rotation, voire même en pré-rotation, non pas qui vienne aider au panier avec le bon timing, mais qui vienne en amont de l'action se mettre sous la raquette pour empêcher, pour dissuader un drive. Comme ça, Doncic, il croit qu'il a un mismatch, et en fait, c'est pas un 1 contre 1 parce que c'est un 1 contre 2, parce qu'il y a son mec plus le mec derrière, et donc 1 contre 2, tu te dis, bon, je vais pas essayer de driver puisqu'il y a déjà du trafic, je vais prendre le pull-up à 3 points, c'est un peu l'idée. Donc voilà, je pense que vraiment, pour moi, c'est le point central de cette série. Boston, c'est pas une équipe qui, d'habitude, est très proactive sur ce genre d'aide, parce que, comme dit, leur philosophie générale, c'est on a des top défenseurs de 1 contre 1, on change et on laisse faire les 1 contre 1. Et c'est vrai que, en termes de rentabilité sur une saison régulière, c'est fantastique. Vraiment. Parce que, voilà, t'as rien à faire, le niveau de compétition est ce qu'il est, et que ça passe, en fait. Vraiment sur le côté surplus mathématique, le côté calcul de rentabilité, oui, ça passe, juste de changer. Là, en finale, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que t'as pas n'importe qui, et donc si tu restes un peu sur ce modèle de « non, mais on switch et puis on protège pas », tu peux le punir. Tu peux le payer, pardon. Tu peux le payer très cher parce que Doncic, il peut punir à la fois, et ça aussi c'est un point clé, Doncic peut punir à la fois les gros comme les petits. Et d'ailleurs, même ceux du milieu, on l'a dit, hein. Même les Jrue Holiday ou les match-up directs, hein, Jrue Holiday, Tatum, Brown, Derrick White, il peut les punir. Mais donc surtout, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va beaucoup chasser l'intérieur. Donc à Horford, Porzingis, pour les isoler en périmètre et ensuite les attaquer, j'espère sur drive plus que pull-up. Et puis deuxièmement, ça peut aussi switcher et chercher le switch sur Peyton Pritchard et Sam Hauser, notamment. Ou même d'autres petits, hein. Même Derrick White, hein, pourquoi pas, mais on peut imaginer ça, même si Derrick White n'est pas petit, mais par rapport à Doncic, il est petit, vous avez compris. Mais voilà, notamment Peyton Pritchard, je sais que le match qu'on a eu en mars, on a eu beaucoup de situations où c'était du post-up. Bon, je ne sais pas pourquoi Doncic a mis aucun de delay-up face à lui, ou en tout cas assez peu, mais on a vu qu'à chaque fois c'était dangereux. Et on a vu aussi que très peu souvent ça venait aider. C'était un peu ce côté, on laisse le mismatch, et puis Doncic, voilà, même Doncic c'est de l'isolation, donc ça va. Et en fait non. Donc, c'est le point central, c'est qu'avec avec son profil qui est capable de punir et d'aller chercher les gros comme les petits, en fait, t'as besoin d'aider. Donc, quand tu fais un switch, il n'y a pas de problème.
Mais ne laisse pas en 1 contre 1 un peu isolé à Horford. Il faut que tu aides en tête de raquette, il faut que tu aies des stunts un peu agressifs pour freiner dès le début du drive, quitte donc à concéder des 3 points ouverts. Parce que oui, forcément, tu vas laisser, si tu viens aider, tu viens boucher l'espace, soit en amont, soit pendant l'action, tu fais un stunt. Donc je bondis, je jaillis dans l'action, puis je reviens. Contrairement à à la gap defense, où en fait tu te mets en pré-rotation déjà au début de l'action, tu te mets dans l'espace avant que le drive commence. Bref, donc qu'importe le timing, forcément que quand tu dézones, tu abandonnes quelqu'un. Donc c'est là-dessus où il y a aussi ce point clé pour moi, c'est ça qui va un peu se répondre. À quel point est-ce que Boston va arriver à être proactif, et de l'autre côté, à quel point est-ce que Dallas va être capable de punir ce genre d'aide si elles viennent. Je pense qu'elles vont venir. Hein. Je mets un point d'interrogation parce qu'on n'a pas trop vu ça de la part de Boston, mais si ça vient, en effet, à quel point est-ce que Dallas est capable de punir avec du shoot à 3 points. On sait que le spacing est pas parfait, et des connecteurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire la passe en fait. Parce que parfois, si tu as un close-out sur toi, il faut être capable d'attaquer, de faire un dribble, de poser le ballon et de faire une extra passe en mouvement. Donc, pour moi, la question, elle est là. Elle est à quel point est-ce que Boston va être proactif dans sa défense pour protéger un switch, protéger un drop, protéger un edge, protéger un blitz. Donc, dans son activité off-ball, arriver à prioriser le panier et protéger et boucher l'espace à l'intérieur, quitte à concéder les 3 points. Et donc, en symétrie, de l'autre côté, le point de bascule, forcément, c'est à quel point Dallas peut en tirer profit. On sait que le spacing, sur le papier, il n'y a pas que des shooters géniaux, mais qui pour l'instant ont quand même beaucoup mis leur tir sur ces playoffs. Je crois que depuis le 2e tour, par exemple, PJ Washington, il est à plus de 38% sur 7 ou 8 tentatives par match, par exemple. Bon, on ne s'attendait pas forcément à ça pour l'instant en saison régulière. Enfin, on ne s'y attendait pas tout court. Jones aussi, Derrick Jones Jr., il a des hauts, il a des bas, mais il met pas mal de tirs. Joel Green aussi peut en rentrer. Bref, on n'a pas que des shooters parfaits, mais il y a aussi cet aspect où tu peux avoir des shoots ouverts, et surtout tu peux avoir des shoots ouverts dans les corners. C'est ça aussi la grande force de Dallas, si vous allez voir les chiffres, c'est que Dallas obtient pas que des 3 points, ils obtiennent aussi beaucoup de 3 points dans les corners, et c'est ce qui aide aussi, ce qui facilite forcément ce côté shot-making, parce que en effet, un tir à 3 points dans le corner est plus facile qu'un tir à 3 points un peu top of the key en fait, comme on dit, donc ailleurs que dans les corners. Donc c'est aussi pour ça que, nuancé, je sais pas, mais c'est pour ça aussi que ça aide à ce que les pourcentages de Dallas à 3 points soient à ce point haut par rapport à nos attentes, c'est que faut aussi retenir qu'il y a beaucoup de tirs dans les corners. Et pourquoi il y a beaucoup de tirs dans les corners ? Parce que justement, on est capable de tirer profit de cette aide, ces aides agressives sur Doncic pour faire bouger la balle, attaquer le close-out, extra passe et trouver le corner. Donc voilà, point central pour moi, un peu en symétrie, c'est les aides proactives ou pas de Boston et la capacité de Dallas à punir ou pas. Pour essayer de le résumer, à quel point est-ce que Dallas, sur une série de 5, 6, 7 matchs, peut avoir au moins 4 matchs avec une bonne réussite à 3 points. C'est pas donné d'entrée de jeu, c'est pas donné parce que, comme dit, c'est pas des shooters géniaux, mais c'est pas à exclure. Surtout que, d'autant plus, je viens rajouter l'élément Jason Kidd, qui, comme dit, a déjà montré qu'il pouvait s'ajuster. Déjà, en saison régulière, on a vu un truc comme ça, dans le sens où, en saison, on a eu des stunts qui venaient parfois sur Doncic. Qu'est-ce qu'on fait ? On met, de côté stunt, on met Kyrie Irving. Et on ne met que lui. Et donc, notamment, il y a une action où, quand Joe Holiday vient faire un stunt et essaye de gêner, se rajouter, vient aider par rapport au switch de Horford, il vient se rajouter dans l'action, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus que Irving tout seul dans le corner. Il n'y a pas un deuxième défenseur pour coulisser depuis l'aile dans le corner. Et donc, Irving, 3 points, facile, ouvert. Voilà, il y a ce genre de petits détails. Il y a aussi le fait qu'on peut faire des pick and roll à 2 écrans, par exemple, les double drag. Il y a le fait aussi que l'organisation du terrain, elle peut être faite de manière à ce que, ce qu'on a vu contre Minnesota, en fait. Au bout d'un moment, les Wolves, qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger le drop et pour empêcher qu'il y ait cet espace de libre en sortie de l'écran pour Doncic ? Ils ont rajouté des stunts. Donc, ils ont rajouté ces fameuses Z en tête de raquette depuis l'aile, qui viennent un peu gêner l'espace, comme ça il n'y a pas besoin que Gobert monte, il a un mec qui, à sa place, vient se mettre dans l'espace et empêche Doncic de driver nord-sud. Ok. Mais donc, quel a été l'ajustement dès la 2e mi-temps du match 4, quand ça a été fait cette tactique, puis match 5, encore une fois, ça a été décrypté en images, si ça vous intéresse sur la chaîne YouTube, vous allez voir que Kidd, il fait des ajustements en termes d'organisation de l'espace. Et à chaque fois, on dit à Doncic d'attaquer sur le terrain et sur le côté du terrain où il n'y a qu'un seul attaquant et donc qu'un seul défenseur. Et en plus, cet attaquant, il n'est pas sur l'aile, il est dans le corner.
Donc, si l'aile, il n'y a personne, eh ben, il n'y a personne pour venir faire un stunt depuis l'aile, pour coulisser depuis l'aile, pour gêner le drive. Et donc, Doncic pouvait de nouveau aller sur ses spots comme en début de série où il n'y avait pas ses stunts. Voilà. C'est plein de petits détails, mais en effet, je pense que voilà, il n'y a pas que le shot making pour moi. Il n'y a pas que le fait de dire finalement, on peut parier, même si je suis d'accord, hein, le fait de parier sur PJ Washington qui manque des tirs ouverts ou Derrick Jones Jr. qui manque des tirs ouverts, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ajustements possibles de la part de Jason Kidd, ne serait-ce qu'en termes d'organisation du terrain, pour faciliter la vie et pour trouver des bons shooters. Et puis on n'a même pas parlé, mais au-delà de comment est-ce que tu organises le terrain, il y a aussi qui est-ce que tu fais jouer. Et donc par exemple, quand tu as Luka Doncic qui fait un pick and roll sur l'aile ou plein centre, soit tu mets personne sur l'aile, comme ça il n'y a pas un défenseur qui peut s'interposer, soit sinon sur l'aile, tu mets Kyrie Irving. Ou tu mets Jaden Hardy. Ou Tim Hardaway Jr. Tu mets un shooter qui est capable de punir le stunt. C'est-à-dire que quand son défenseur dézone, cet attaquant peut prendre le tir parce qu'il a cette qualité de tir. Et notamment, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais Jaden Hardy a eu beaucoup de temps de jeu sur cette série contre les Wolves parce que c'est un magnifique stunt beater, notamment grâce à ça. Mais voilà, il y a aussi cette tactique et c'est pas aussi facile que tiens, il faut apporter de Z, il faut pas apporter de Z. Il y a toujours des éléments qui se répondent en fait. C'est pas aussi simple que tiens, il faut être très très agressif ou alors il faut être pas agressif quoi. C'est assez complexe et même Dallas peut répondre quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est que Dallas peut aussi y répondre. Mais voilà, donc on a cet élément et puis l'autre élément qui va un peu se rajouter à ça, c'est la question des match-ups directs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Là, je parle pas forcément de qui sera sur Doncic, ça on l'a un peu abordé, mais surtout sur qui seront Al Horford et Porzingis. Parce que ça, pour le coup, c'est aussi une manière pour Boston d'essayer de dicter la série et de dicter quels pick and roll vont se mettre en place. Donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire ? Et on l'a déjà vu d'ailleurs sur les matchs de série régulière, c'est que on n'est pas obligé de mettre notre défenseur que Dallas veut cibler, on n'est pas obligé de le mettre sur Dereck Lively. Ou sur Gafford d'ailleurs, qui est arrivé en cours de saison. Non, on n'est pas obligé en fait. Parce que Dallas, quel est le rêve de Dallas ? Voilà, quel est très, très simplement. Dallas et Doncic, ils aiment bien avoir leur partenaire préféré de pick and roll, c'est Lively. Ok. Et puis de l'autre côté, ils veulent aussi cibler des mauvais défenseurs, en tout cas des défenseurs plus fragiles, donc Al Horford ou Porzingis. Mais donc, si tu es Boston, est-ce que tu laisses Porzingis et Al Horford sur Dereck Lively ? Non, c'est un peu bête parce que tu permets à Dallas de faire d'une pierre deux coups. Donc, ce qui a déjà été fait, ce qui va être refait à mon avis, c'est on met Al Horford ou Porzingis ailleurs, et notamment sur un non-shooter. Comme ça, tu poses un peu le dilemme à Dallas, tu dis, ok, tu fais ce que tu veux, mais soit tu peux attaquer avec ta cible, ton partenaire de pick and roll préféré, Lively, mais à ce moment-là, tu vas devoir affronter Tatum sur l'écran. Tu vas pas pouvoir attaquer frontalement Porzingis ou Al Horford, ce sera Tatum qui va défendre Lively. Ou alors, de l'autre côté, si tu veux cibler Porzingis ou Al Horford, tant mieux. Tu peux faire venir le mec qui est défendu par eux, donc en général, ça sera Josh Green, Derrick Jones Jr. ou autre, par exemple, ou Washington, PJ Washington. Donc si tu veux, tu peux cibler Porzingis ou Al Horford, mais tu ne pourras pas le faire avec Lively. Tu ne pourras pas le faire avec ta cible de pick and roll préférée, Lively ou Gafford. Donc, c'est un peu un côté dilemme de on te donne pas les deux quoi. Tu choisis, tu fais comme tu veux. Mais donc par exemple, si tu veux impliquer Porzingis, tu n'auras pas une aussi bonne option de alley-oop et une aussi bonne menace de alley-oop pour faire reculer Porzingis. Par exemple, si tu fais venir Al Horford qui défend un Josh Green ou un Derrick Jones Jr., si tu veux. D'ailleurs même Boston parfois faisait des edge ou des pick and roll un peu, des couvertures un peu plus traditionnelles. Donc Al Horford qui fait un petit drop par exemple, plus Jaylen Brown qui revient sur Doncic. Et donc qu'est-ce que 2 sur le ballon un peu de facto, qu'est-ce qui se passe ? On a le pick and pop qui est ouvert. Mais le pick and pop, c'est Josh Green. Ou alors le pick and pop, c'est Derrick Jones Jr. Voilà. Donc, voilà, il y a un peu ce côté match-up qui va permettre un peu de dicter le pick and roll d'un point de vue défensif. Et après, ce sera à Dallas à choisir. Est-ce que je veux développer mon attaque avec Lively ? Je passerai à côté de mettre à mal Porzingis. Et donc j'ai cette option de lob, mais je peux pas cibler Porzingis, ou alors l'inverse, je cible Porzingis, mais sans cette option de lob qui est une menace primordiale dans la défense et dans mettre à mal ce drop. Donc voilà, PJ Washington, c'est sympa, mais ça n'a pas la même verticalité.
Même si bon, Washington peut aussi faire des écrans glissés qui ont fait du mal à Boston. Fermons la parenthèse, mais allez voir la vidéo si ça vous intéresse du deuxième match à Boston. Ou alors, pareil pour Al Horford, il y a un peu ce côté où on n'est pas obligé de faire un switch non plus, pas tout le temps. On peut aussi faire une couverture un peu plus normale, un peu plus, voilà, Horford plus le porteur de balle, le défenseur du porteur de balle reste sur Doncic, mais ça laisse un décalage, sauf que ce décalage, c'est nous qui décidons de qui va être laissé ouvert. Si on met Horford sur Jones, c'est nous, Boston, qui dictons qui va profiter de ce décalage. Et donc, notamment, c'est un peu bête, par exemple, de mettre Al Horford sur un Maxi Kleber, qui lui a le pick and pop. Non, parce que du coup, tu donnes un décalage et tu donnes cet espace ouvert et cet avantage, tu le donnes à Kleber qui est un peu compétent sur le pick and pop. Non. Alors que là, si tu peux arriver à choisir, en fait, avec la question des match-up, tu peux arriver à choisir qui va profiter de ce décalage. Et en un sens, c'est un peu ce que j'aime bien appeler, moi, une valve de décompression. C'est-à-dire que si tu as un non-shooter sur qui tu sais que tu n'as pas besoin de faire un close-out parfait, tu n'as pas besoin de faire une rotation pour venir compenser, tu es plutôt content de le laisser ouvert, tu peux te permettre de mettre plus de pression sur le ballon parce que tu as cette valve de décompression derrière. Voilà, donc la question des match-up directs, à mon avis, elle est importante parce que c'est une manière pour Boston d'arriver à dicter un peu quel pick and roll va être joué et pourquoi. Donc, soit Dallas, tu attaques avec tes cibles préférentielles, si tu veux, soit sinon, tu attaques le défenseur que tu as envie de cibler, mais pas avec les mêmes joueurs que tu voudrais. Et en plus, c'était un peu un problème parce que dans la série d'avant, parce que Minnesota, on aime bien laisser Gobert un peu off-ball, un peu en safety. On le met sur un non-shooter et finalement on le laisse faire le roamer, le safety, le libéraux qui respecte pas le joueur et qui reste autour du panier. Bon, il l'a quand même fait de facto. Mais le problème, c'est que Gobert, il n'a pas pu être sur un non-shooter parce qu'il n'y avait pas tant que ça de vrais non-shooters, finalement, à Dallas. Donc, ce choix n'a jamais vraiment été fait. Donc, à surveiller aussi cet aspect de match-up pour cette série vis-à-vis de Boston, parce que c'est exactement déjà ce qu'ils ont fait en série régulière, assez fréquemment, et c'est un contre-move assez intéressant, parce que tu prives, finalement, Doncic de son fameux pick and roll 1-5 versus le défenseur qu'il a envie de cibler. Notamment tout ce qui est, j'ai dit, oui, le contre-move au switch, si Al Horford de faire un switch, c'est que Lively peut glisser l'écran. Bon, voilà. Si Horford n'est pas sur Lively, c'est pas pareil, quoi. Si c'est Josh Green ou si c'est Derrick Jones Jr. qui doit glisser l'écran, certes, en termes de vivacité, ok, il peut glisser l'écran s'il veut, mais il ne représente pas une menace ensuite de rôle aussi grande que Lively ou Gafford, par exemple. Bref, donc voilà un peu pour la question des match-up, même si là encore, Dallas pourrait arriver à contrecarrer avec le fameux la chasse au mismatch où je fais venir un tel, puis un tel, puis un tel, et puis au final, Porzingis, on fait 3 switches pour essayer de ne pas l'impliquer sur l'écran. À chaque fois que son attaquant remonte, Holiday ou Derek White, il dit non, reste en bas, moi je prends la responsabilité. Au bout d'un moment, tu fais tourner les joueurs, tu dis allez, tu fais ta course et tu t'en vas, tu fais ta course et tu t'en vas, il reste plus que le Porzingis de ce côté-là du terrain et son mec, et donc son mec vient poser l'écran, et au final, tu arrives un peu, tu grilles un peu le chronomètre, mais tu arrives au final plus ou moins à l'impliquer. Donc voilà, c'est aussi à surveiller parce que point de bascule, je sais pas dans quel côté ça va tomber. Et puis peut-être un mot aussi sur Irving, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Irving. Lui, à mon avis, peut arriver à battre pas mal de switch, déjà. Alors pas autant que Doncic, mais quand même. Et puis surtout, moi ce que j'aime bien avec Irving, c'est qu'il a cette menace un peu plus dynamique du pull-up en sortie de dribble, ce qui fait que souvent, sur ces playoffs, on a vu des couvertures de pick and roll qui étaient un peu plus agressives sur lui. Et notamment, OKC, ça faisait un drop contre Doncic, mais contre Irving, ça faisait un edge. Donc on montait au niveau de l'écran pour essayer d'empêcher ce pull-up à 3 points. Parce que si on reste en drop, on se fait punir. Pareil pour Gobert, qui parfois tentait de rester en drop et il se faisait punir sur le pull-up à 3 points. Donc l'action d'après et les 2 ou 3 actions d'après, ça remontait. Ça remontait au niveau de l'écran pour essayer de contenir. Donc là, à quel point aussi est-ce qu'il n'y a pas un peu un filon à creuser peut-être en termes de passing, parce que 2 sur ballon, vous le savez, ça peut déclencher quelque chose derrière. Et même, en fait, je me demande à quel point est-ce que finalement le match-up avec Derrick White, enfin, je sais pas qui va le gagner. Si on me dit Derrick White fait un boulot fabuleux et Irving a rien mis, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas non plus que le pur shot-making qu'on a vu d'Irving, ça marche et ça fasse des gros matchs, quoi. Et comme j'ai répété, c'est aussi l'ADN de cette équipe, c'est que c'est pas que de la surchauffe qui sort de nulle part et totalement aléatoire. Le fait est que quand tu as 2 superstars, tu vas avoir pas mal de soirées où les stars vont mettre pas mal de tirs difficiles. Et voilà, c'est pas totalement du hasard, quoi. C'est pas comme si c'est pas la même proportion à faire des bons matchs et à mettre des tough shots que si c'était Treman et et Pokuševski. Voilà, évidemment, j'exagère, mais oui, un peu l'idée, quoi.
Bref, donc voilà un peu pour cette question du pick and roll. Rapidement, quel va être d'autres points à énumérer? Oui, sur la rotation. La rotation, est-ce que ce sera plutôt Jaden Hardy? Est-ce que ce sera plutôt Tim Hardaway Jr.? Est-ce qu'on aura aussi de Dante Exum? Et dans quelle proportion? C'est vrai que sur la fin de série des finales de conférence, c'était plutôt Hardy que Tim Hardaway Jr., qui est plutôt en méforme, hein, Hardaway Jr. Exum, c'est pas mal défensivement, mais après, il y a la question de à quel point est-ce qu'il te handicape en attaque, notamment avec cette absence de shoot. Est-ce que c'est pas justement offrir une valve de décompression un peu trop grande à Boston? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que le problème que j'ai, à quel point est-ce que Hardy peut se faire cibler par cette attaque de Boston, on va y arriver, mais qui adore cibler des petits comme ça et les attaquer, hein, c'est leur identité. Et de l'autre côté, donc je parle de défense on-ball, et après, à quel point est-ce que la défense off-ball de Hardaway Jr. elle va être assez bonne? Il y a ça aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu ça son problème. Alors, ça et le fait qu'il rentre pas de tir, c'est problématique, mais en termes de défense off-ball, c'est vrai que c'est pas top. Et le fait est que, après, c'est aussi l'intérêt de ces joueurs, je trouve, c'est que c'est des joueurs un peu à haute variance, on peut dire. Voilà, Tim Hardaway Jr., typiquement, c'est un joueur à haute variance. Je pense que Hardy également, mais s'il a été plutôt régulier. Mais c'est des joueurs où je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un apport régulier offensif tous les soirs. Donc, enfin, oui, régulier tous les soirs. Il ne faut pas s'attendre à un truc régulier de bon niveau. Par contre, je crois que je suis presque prêt à mettre ma main à couper que on pourrait totalement avoir un Tim Hardaway Jr. game, en fait. Ou un Jaden Hardy game. C'est-à-dire, un match, il va te sortir 18, 20, 22 points, 23 points sur un match, avec 6 sur 7 à 3 points ou des trucs comme ça. Et c'est ce genre de pic qui peut te faire basculer un match. Une série de playoffs, c'est en saison régulière. C'est long, c'est une saison, donc un mec qui est régulier, c'est pas top. Par contre, sur une série, un mec qui peut t'apporter une telle variance avec notamment du shoot à 3 points, et qui peut exploser un peu prendre au feu un peu pour caricaturer, ça peut te faire basculer une série en fait. Hein. C'est assez. Enfin, c'est l'avantage, comme dit, ces joueurs qui ont une certaine variance dans leur jeu, où la majorité du temps, tu vas avoir, ça va être nul, ça va être irrégulier, mais si tu as une bonne performance, ça peut te faire gagner un match clé, et ça peut t'aider à gagner la série, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé contre OKC, de mémoire. Hardaway Jr. a fait un truc comme ça. Voilà, et même Daryl Morey, il en parle assez régulièrement, je vais pas développer ici, mais il y a cette idée avec certains joueurs que c'est un peu la wild card, et on mise un peu sur cette variance. Voilà, Morey à l'époque, il a expliqué, c'est pour ça qu'il a fait le trade de un tel ou un tel quand il était aux Rockets, et qu'en effet, Aaron Brooks, je crois, aux Rockets, c'est pour ça que ça lui avait aidé à gagner un match de playoff, etc. Donc, voilà, Hardaway Jr. qui va jouer entre les deux. Et est-ce qu'on aura un Hardy game ou un Tim Hardaway Jr. game, genre 23 points au TD Garden, qui en fait aide à faire gagner un match serré et donc aide à faire gagner la série? Je ne sais pas. Après, autre aspect qui a été un aspect important du run de Dallas pour l'instant, c'était les rebonds offensifs. À quel point est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des rebonds offensifs et insister là-dessus? Ça a été génial, même génialissime contre OKC, parce que OKC n'est pas une bonne défense du rebond, donc ils ont beaucoup appuyé là-dessus. Un peu moins contre Minnesota parce que les Wolves sont bien meilleurs en termes de protection du rebond. Donc c'était à peine des scores moyens plutôt que excellentissimes. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cas intéressants là-dessus. Et notamment, en fait, le truc, c'est que tout est lié en basket. C'est ça qui est intéressant. Et donc notamment, oui, de base, Boston, c'est plutôt une bonne défense du rebond. Ils sont 11e, je crois, cette saison. Bon, ok. Mais après, ce que je dis que tout est lié, c'est que faut voir aussi quel type de personnel est aligné sur le terrain. Donc, notamment, hein, peut-être que si tu joues avec une rotation à Boston avec Cornet, Luke Cornet, ou alors Tillman, notamment, je pense à Tillman surtout, parce que c'est pas impossible que... Bref, on verra ça plus tard. Mais est-ce que tu joues avec des gros, avec des vrais backups à l'intérieur, qui, effectivement, vont pouvoir t'aider en termes de rebond offensif, enfin, de empêcher le rebond offensif et protéger ton rebond défensif, mais à quel point est-ce que ça, tu peux pas le payer avec, en attaque, un manque de spacing, Tillman et Cornet, par exemple, et à quel point aussi est-ce que Doncic peut pas aller en plus les punir sur des switches? Donc voilà, et donc si à cause de ça, de ces deux éléments-là, tu choisis de passer sur des line-up plus petits, avec du Tatum en 4 et avec juste une rotation intérieure Horford et Porzingis, à quel point t'es pas un peu plus vulnérable, forcément, à une attaque qui va aller tenter de prendre encore et encore des rebonds offensifs. Voilà, c'est aussi là-dessus où les fameux vases communicants, et pourquoi est-ce que c'est aussi important les line-up et ce jeu-là, c'est que si Dallas arrive à forcer des line-up finalement plus petits, en tout cas moins ciblables en termes de Tillman, de Cornet, etc., ouais, ça peut avoir des répercussions au rebond. Et donc, c'est là-dessus où je ne dis pas ça va se passer comme ça ou comme ça. Je pense que je le mets en point de bascule de à quel point est-ce que ça peut pas être un élément capital en termes de line-up et donc en termes de rebond.
Parce que techniquement, je pense que, en plus, face à une défense de switch qui aime bien avoir des joueurs un peu partout, et donc switcher partout, et donc pas forcément aux bons endroits au bon moment pour le rebond. Voilà. À quel point est-ce que Dallas qui envoie 3-4 mecs au rebond, ça peut pas aussi aider beaucoup et appuyer là où ça fait mal, potentiellement. D'autant que, d'ailleurs, Boston n'est pas une attaque d'élite pour partir en transition après un rebond. Donc c'est-à-dire que un peu le contre-move de ça, si tu attaques trop le rebond offensif, tu vas être puni en termes de transition défensive, de contre-attaque défensive. Hein. Si tu attaques le rebond, tu fais un repli, mécaniquement. Mais c'est vrai que Boston, ils sont pas très bons, en tout cas cette saison là-dessus. En tout cas de base, hein, ils sont 27e sur 30 en termes de fréquence de contre-attaque après un rebond défensif. Donc voilà, potentiellement. Et puis la transition aussi, autre aspect du jeu. Je pense que beaucoup de monde sous-estime un peu Dallas en transition parce que Doncic c'est pas John Wall, c'est pas Westbrook, c'est pas Ja Morant, c'est pas ce genre de moteur qui court très vite. Mais je pense qu'on a tous vu les passes qu'il nous a sorties. Et il y a un côté aussi où les passes vers l'avant de Doncic, c'est arriver littéralement à grappiller des opportunités qui un autre passeur ne pourrait pas faire cette passe. Et donc la situation de contre-attaque ne pourrait pas être exploitée. Et donc juste on remonterait la balle et on ferait une possession en jeu posé. Et donc c'est vrai que je pense que Dallas est plutôt pas mal sur cet aspect. Ils font pas des tonnes de transitions, mais quand ils peuvent, ils le font, ils sont extrêmement, extrêmement bons. Or, il se trouve que la défense de Boston est élite. C'est même la meilleure de NBA en termes de défense de contre-attaque. Donc, à quel point est-ce que ça, qui est toujours un peu un domaine du jeu où tu peux arriver à grappiller des points plus ou moins et compenser compenser le demi-terrain, à quel point est-ce que Boston va pas arriver un peu à gommer tout ça et à neutraliser totalement cette arme un peu de points bonus, mais bonus, mais non négligeable tout de même. Mais à quel point est-ce que la défense de Boston qui est élite sur la transition en termes d'efficacité, premier de NBA et deuxième en fréquence de contre-attaque autorisée, en nombre de contre-attaques autorisées, voilà, ça peut clairement jouer ce duel-là. En tout cas, c'est un point de bascule pour moi, à voir de quel côté ça bascule. Autre point un peu macro, comme dit, plutôt que microscopique, mais macro, la question des lancers francs aussi. Parce que c'est vrai que ça a été plus irrégulier pour Dallas contre Minnesota, mais parce que les Wolves sont une défense d'élite et qui est en fait très bonne pour empêcher les lancers francs. Quid face à Boston? Vraiment, je ne sais pas. Je pose la question parce que le protecteur de panier est quand même un peu plus friable que Gobert, parce que les switches vont faire que tu vas avoir des mismatchs à tel ou tel endroit pour Doncic, pour Irving, etc., etc. Donc, à quel point aussi est-ce que ça peut pas jouer, hein, ce côté faute et potentiellement point de bascule, hein, je dis pas ça va se faire, il va se passer ça, mais est-ce que ça pourrait pas être un point de bascule au cas où Dallas en effet arrive à provoquer des tonnes de lancers francs sur ce match-là. Et puis je pense qu'on a quand même assez bien couvert le sujet, mais petit point pour terminer. Jason Kidd, je pense qu'on peut le dire, Kidd a out-coaché à peu près tout le monde sur ses playoffs pour l'instant. Alors bon, comme d'habitude, Jason Kidd, à chaque fois on fait le raccourci Jason Kidd, mais en fait c'est Kidd et son staff, évidemment. Alors lui-même peut progresser, mais il a aussi pas mal des bons assistants, donc voilà, ça aide. Mais quand on fait le raccourci de Jason Kidd pour parler du coaching staff des Mavs, on est d'accord, mais c'est un peu comme si moi je dis le Basket Lab et parfois vous me faites des compliments. Bon ben voilà, c'est un peu caricatural, alors que le Basket Lab c'est aussi et c'est surtout la présence et l'apport de Antoine, de Nico, de Asa, de Baptiste, FD, etc. Maintenant j'ai commencé à citer, il faut que je cite tout le monde, mais non, mais les grands habitués, quoi, les Tom, les Rafa, les Jérémy, etc., quoi. C'est évidemment. Donc c'est pareil quand on dit coaching staff, quand on dit Jason Kidd, c'est pas que Kidd. Mais en l'occurrence, donc, pardon pour cette parenthèse sémantique, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont été fantastiques sur tous les playoffs. Ils ont été très bons face à Tyronn Lue. Ils ont out-coaché aussi, je trouve, Mark Daigneault. On en avait parlé déjà. Enfin, Daigneault et son staff, du coup, ça va dans les deux sens. Et OKC. Et puis pareil, là, pour les finales de conférence, c'est ajustement match après match, et même, voilà, c'est toujours les bonnes solutions. Ça aide d'avoir les bons joueurs qui peuvent exécuter les solutions qu'on met en place, évidemment. Mais voilà, je pose d'autant plus la question que aujourd'hui, je suis assez rassuré sur Jason Kidd et ce staff de Jason Kidd pour trouver les bons ajustements et pour les faire. Je dois dire que je suis pas encore totalement convaincu sur Joe Mazzulla et sur Boston, alors que, enfin, je pense qu'ils ont des atouts, hein, mais j'attends encore d'être convaincu, on va dire. Je n'ai pas envie de leur donner la couronne alors qu'ils sont pas encore rois, quoi. Si je dois dire, alors c'est pas une question de enfin gagner, c'est que je trouvais que c'était un peu ce qui manquait l'an dernier, où voilà, c'était pas top en termes de série contre les Sixers, c'est un peu tardé à venir. Contre Spoelstra, ça a aussi beaucoup tardé à venir, et je pense que Spoelstra l'a un peu battu l'an dernier. Et ce round de playoff, pour l'instant, pour moi, ils n'ont pas trop été testés. Donc voilà, on a aussi affaire à un jeune coach et un jeune coaching staff dans sa globalité, du coup. Mais j'attends de voir. Je dis pas il va pas le faire,
je dis, c'est enfin un vrai test, donc à voir. Mais en tout cas, Jason Kidd, lui, c'était surtout ça mon point, c'est que Kidd, je pense qu'il a montré être capable de toujours faire les bons ajustements. Je vais pas redétailler encore une fois le podcast qu'on a fait sur les finales de conférence, mais dès le deuxième match, on ajuste avec des double drag, avec des trucs comme ça pour aller cibler des joueurs côté faible. Ensuite, quand Minnesota s'ajuste au niveau du drop et des stunts, ça s'ajuste aussi, etc., etc. Bref, Jason Kidd, je pensais pas dire ça, mais en même temps, quand il fait beau, il fait beau, et quand il pleut, il pleut. Il faut quand même le dire, Jason Kidd a été un coach fabuleux sur ses playoffs et même assez rassurant pour l'instant. Donc voici pour ce côté 8-1, l'attaque de Dallas contre la défense de Boston. Et puis donc, passons à l'attaque de Boston contre la défense de Dallas. Je pense que la première chose à faire, c'est établir quelle est l'identité de Dallas, et à partir de là, ce sera un peu mieux, et surtout qu'on a assez peu parlé de l'Est et de Boston dans ces playoffs sur le Basket Lab, mais c'est vrai que l'identité de Boston en attaque, c'est la recherche du mismatch. Et c'est vrai qu'ils n'en ont pas du tout l'image auprès du grand public, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire spacing optimal, qui est leur grande force, et dans ce spacing optimal, la recherche du mismatch via diverses actions pour aller chercher le mismatch, le match-up le mieux possible à attaquer, et ensuite on l'attaque. Donc voilà, c'est vrai que d'un point de vue, encore une fois, médiatique, ils n'ont pas cette image-là, parce qu'il n'y a pas comme on a déjà dit avec Azad il y a 2 ou 3 jours, on a un peu parlé de cet aspect-là, mais il n'y a pas de James Harden, il n'y a pas de Luka Doncic, justement, il n'y a pas de LeBron James, il n'y a pas de ce joueur héliocentrique en général qui incarne une attaque, qui attaque le mismatch via un individu. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout, donc il n'y a pas ce côté gros hub d'une attaque qui fait ça. Par contre, tout le monde le fait un peu. Tout le monde le fait un peu, Tatum le fait, Brown le fait, Derrick White le fait, Porzingis le fait, poste haut, poste bas, à 3 points, etc. Derrick White aussi le fait. Voilà, tout le monde le fait. Donc, c'est là où ça diffère un peu d'habitude. C'est pas un James Harden qui va chercher le mismatch et l'attaquer encore et encore, position après position, pendant que Iman Shumpert et PJ Tucker sont dans le corner. Non, là, c'est tout le monde le fait. Mais voilà, c'est un peu... C'est comme ça que fonctionne Boston en attaque. C'est la recherche du mismatch. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné sur les séries précédentes également. Et c'est vrai que, comme dit, le gros atout pour moi de Dallas dans ce style de jeu qui est assez simpliste, mais pourquoi est-ce que ça marche autant, c'est le spacing en fait. C'est vraiment le spacing qui permet que on a beaucoup de place pour opérer, pour attaquer tel ou tel match-up. Donc si on fait un pick and roll classique, on peut attaquer le gros dans beaucoup d'espace en le faisant danser dans le périmètre contre un switch. Quand c'est face à un petit, on peut aller l'isoler au poste bas, il y a beaucoup d'espace pour opérer, et quand il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a une aide qui se déclenche, mais une aide avec autant d'espace, la lecture est plus facile pour le passeur. Et effectivement, ça aide parce que on n'a pas affaire à des passeurs d'élite, on n'a pas de James Harden, pour le coup, on n'a pas de LeBron, on n'a pas de Doncic, on n'a pas de Jokic. Donc, c'est ce spacing qui fait que les lectures sont plus simples parce qu'il y a plus d'espace, donc il y a plus de temps, il y a plus de temps pour revenir, il y a plus de lectures assez claires, on va dire. Et c'est ce qui permet donc cette recherche du match-up pour ensuite l'attaquer et le punir avec un shoot ou alors une passe si on arrive à punir une aide qui vient. Ok. L'autre aspect qui est assez intéressant, je trouve, c'est que on ne punit pas toujours de la même manière. C'est-à-dire que la caricature un peu de James Harden à l'époque des Rockets, c'était donc notamment à partir de 2018, c'était on est passé d'un joueur de pick and roll à un joueur qui va punir les mismatchs sur isolation, mais c'était beaucoup de isoler loin du panier. Or, là, ce dont il faut se rendre compte avec Boston, c'est qu'il y a cette capacité à les punir un peu partout. Donc, dans le périmètre, ok, les switches dans le périmètre, mais aussi donc au poste bas. Et notamment, ce qu'ils font beaucoup, c'est des pick and roll entre petits pour aller cibler, non pas des gros qu'ils font danser dans le périmètre, mais donc des petits au poste bas. Et ça, ils l'ont fait encore et encore. Il y a cette fameuse action où on libère tout un quart de terrain, une empty action, où on fait un pick and roll entre petits pour obtenir le switch et ensuite aller attaquer Garland, aller attaquer Mitchell au poste bas, ou ce genre d'action et ce genre de joueurs qu'on va cibler. Donc, vient naturellement la question de comment va défendre Dallas. Et en effet, il y a 2 joueurs à Dallas, les 2 qui posent problème en attaque. Il se trouve que c'est les 2 les plus ciblables, ça se dit, j'espère, les 2 qu'on peut cibler le plus possible en défense. Donc, j'ai nommé Luka Doncic et Kyrie Irving. Et c'est vrai que la question de la couverture défensive dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut faire avec ces joueurs-là défensivement. C'est un peu tout le problème, et je sais que beaucoup de monde est déjà en train de dire ça va être facile, il suffit de cibler Doncic et Irving, et puis voilà, c'est fait quoi. C'est des mauvais défenseurs, tu les isoles et puis tu les punis comme ça. Or, il se trouve que c'était déjà les mêmes joueurs,
Et c'est des joueurs qui n'ont pas réussi à être ciblés et punis par les Wolves. Alors après, Minnesota, effectivement, n'a pas le même personnel. N'a peut-être pas un personnel génial, n'a pas un spacing génial, on va y revenir. Mais voilà, le Minnesota aussi voulait punir ces joueurs-là. Ils y sont juste pas arrivés parce que c'est pas aussi facile que ça. En face, ça se défend, littéralement. En face, ça se défend pour bien défendre. Donc, on a ça, mais si l'exemple des Wolves ne vous convient pas, prenons OKC. OKC, on a un des meilleurs joueurs de NBA que vous connaissez avec Shai Gilgeous-Alexander, évidemment, capable de punir les switches, évidemment, sauf contre Dallas. En tout cas, pas autant qu'on aurait pu espérer ou vouloir. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des schémas, on a déjà détaillé. Hein. C'est le problème, hein, c'est que quand on arrive en fin de playoff, après 4 tours, au bout d'un moment, il y a des équipes, on répète toujours la même chose. Bon, Dallas, vous savez qu'un des schémas préférentiels, c'est on switch, comme ça, pas de décalage, et derrière, en fait, on concède le switch, mais avec une aide derrière. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, notamment, pourquoi est-ce que les Wolves ne sont pas arrivés à punir Doncic ou Irving aussi facilement que ça ? C'est parce que sur les écrans, ça switchait, donc pas de décalage au niveau de l'écran. Et ensuite, Edwards qui voulait attaquer Doncic ou Irving, mais en fait, c'était pas possible. En tout cas, c'est pas si simple que ça parce que c'est pas un vrai 1 contre 1. C'est un 1 contre 2. Avec le premier joueur qui, donc, face au ballon, Doncic, qui par exemple presse très haut pour forcer le drive, et en fait le forcer vers un côté du terrain où il va y avoir une aide qui attend. Alors soit on essaye de ice, c'est-à-dire on contient ligne de touche, et on empêche d'aller au milieu. Donc ça, Dallas le fait énormément, de ice les pick and roll, et pas que les pick and roll, donc, mais aussi les isolations, d'orienter ligne de touche, parce qu'il y a moins d'espace, évidemment, si on est enfermé dans un côté, mais même donc pas que ligne de touche, aussi potentiellement au milieu du terrain. On peut orienter vers le milieu du terrain où on a une pré-rotation, un Gafford ou un Lively qui attend sous la raquette, et donc voilà, Edwards il veut attaquer Doncic. En fait, il peut pas. Il peut pas facilement parce que c'est pas un vrai 1 contre 1. Il doit d'abord passer Doncic, ça il peut, ok. Mais derrière, il faut aller affronter un Gafford, il faut aller affronter un Lively, un Washington. Plus, d'ailleurs, j'ai même pas encore dit, mais Dallas est aussi excellentissime pour tout ce qui est stunt, justement. Donc, mettre des aides qui viennent jaillir sur le drive en tête de raquette, en début de drive. Donc, c'est pas juste, il y a un mec sous le panier en fin de drive, aussi en début de drive. Il y a des défenseurs qui viennent gêner, les fameux stunts. Et donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à protéger totalement un Luka Doncic ou un Irving. Avec, comme dit, en plus, cette nuance que, côté Dallas, on n'est pas obligé forcément, comme tout le monde, de simplement orienter vers le côté du terrain et enfermer sur un côté du terrain, et surtout pas milieu de terrain. Non, il y a aussi cette nuance qu'on aime bien, très simplement, prioriser non pas le côté du terrain où on enferme, mais plutôt quelle main. Vers quelle main on va orienter l'attaquant. Et donc, si notamment l'attaquant est sur l'aile droite, mais que sa main faible, c'est la gauche, on va pas l'enfermer sur sa main droite, donc sur le côté du terrain. On va plutôt l'autoriser à aller plein milieu du terrain, mais sur sa main faible. Voilà, je donne un exemple comme ça. Mais c'est un peu l'idée. Et c'est comme ça que Dallas est arrivé un peu à protéger tout le monde. Nuance à noter, je pense que si Dallas fait ça, et si Dallas pratique ces schémas qu'ils ont pratiqués depuis le début des playoffs, on pourrait avoir un affrontement extrêmement différent des deux qu'on a vus en saison régulière où Doncic et Irving ne switchaient pas les écrans. C'est ça aussi qu'on a vu en saison régulière, c'est que on a beaucoup d'actions qui ont bien marché sur ces matchs-là. Alors en plus, belle réussite à 3 points, mais c'est ça qui a bien marché sur ces matchs-là, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de décalages qui ont été créés parce que Doncic, ça switchait pas. Ok. Et donc Josh Green doit faire beaucoup plus de travail, ou voilà, même Doncic ou Irving étaient perdus sur un écran ou étaient pris dans l'écran. Voilà, bref. Là, en l'occurrence, depuis le début des playoffs, quel est le plan de jeu ? C'est du switch. Switch partout, automatique, avec donc, comme dit, un switch où on fait semblant de concéder un 1 contre 1, mais c'est pas un 1 contre 1 parce qu'il y a de l'aide derrière, en tête de raquette, en fin de raquette, partout. Voilà, il y a des aides partout. Et je dis ça parce que, comme dit, je suis pas sûr que l'échantillon de saison et les matchs qu'on a pu voir en saison régulière soient représentatifs, du coup. Et pour moi, la question, c'est plutôt, est-ce qu'on est sur un switch all, donc switch all, tout de 1 à 5, comme on a eu contre OKC, ou est-ce que on est sur un switch de 1 à 4 seulement, comme on a eu contre Minnesota. Et notamment, pourquoi est-ce que ça switchait pas le poste 5 contre les Wolves ? Pour plusieurs raisons. Il y a un aspect aussi de, si on fait un drop, une couverture un peu plus traditionnelle, on invite Edwards à prendre des pull-ups, notamment, sur lequel c'est moins efficace qu'un SGA. Par exemple, je pense que si SGA, on fait un drop et on lui donne des mi-distances tout le match, il peut te punir. Edwards, c'était peut-être un peu moins le cas, déjà. Et puis surtout, en fait, quelle était la nuance ? C'est que, OKC, nous avons Chet Holmgren. Et donc, pourquoi est-ce qu'on switchait ? C'est pas tant par rapport au porteur de balle, c'est aussi et surtout par rapport au poseur d'écran. Donc, ça switchait
automatiquement contre OKC. Pourquoi? Mais pour ne pas donner un décalage et donc notamment pas de pick and pop. Voilà. Or, en l'occurrence, contre Minnesota, ben Rudy Gobert, il n'a pas le pick and pop. Donc, on a pu ne pas switcher et je pense que Jason Kidd préfère ce type de couverture plutôt que le switch. Il n'y a pas besoin de switcher sur les écrans, même si moi, c'est ce que je réclamais. Hein. Je disais, il faut switcher et comme ça, voilà, ni Conley ni Gobert n'est capable de te punir en poste bas. Bon, je pense que Kidd aime bien avoir un drop un peu classique face à Edwards ou même face à Conley. Bref, mettons ça de côté. Mais surtout, donc, si on s'intéresse un peu à celle-ci de série, je pense qu'il est possible qu'on parte sur un switch all comme contre OKC parce qu'il y a le pick and pop. Et d'ailleurs, contre Minnesota, on ne switchait pas sur Gobert, mais on switchait sur Karl Anthony Towns, qui est pourtant un vrai intérieur, qui n'est pas du tout un extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que Towns, pick and pop. Voilà, donc sur l'écran, on ne se pose pas de questions, on ne laisse aucun décalage, donc notamment pas de pick and pop ouvert à 3 points. Donc, je me demande à quel point est-ce qu'on va pas être sur un switch all, contre Boston avec du pick and pop, la menace du pick and pop de Porzingis, et puis potentiellement aussi de Horford. Horford, c'est pas un shooter naturel autant que Porzingis, mais on a vu sur ses playoffs qu'il prenait beaucoup de tirs à 3 points assez de manière spontanée, il les mettait en plus. Donc voilà, peut-être que pour Horford, peut-être pas, mais vu la menace de pick and pop de Porzingis, il est possible qu'on soit sur un switch all de 1 à 5 et pas seulement de 1 à 4. Après, de l'autre côté, est-ce que c'est pas aussi un peu trop dangereux vis-à-vis de Boston? Parce que Boston, c'est ça qu'ils vont chercher à faire et à obtenir, ce sont des switches. Or, Dallas aussi, a priori, tu es content de laisser ça, mais le problème, c'est que contre OKC, notamment, et pareil pour Minnesota, ça se permettait de faire des aides un peu agressives et en pré-rotation, et des stunts, et des aides à la raquette, etc. Pourquoi? Parce que le spacing était pas top. Donc, Dallas ne respectait pas du tout, pas totalement en tout cas, ne respectait pas les non-shooters de OKC puis de Minnesota. Et même encore pire avec les Clippers où on avait quasiment des non-shooters avec Zubac, avec Westbrook qui étaient carrément abandonnés. Quoi. S'ils étaient sur le banc, c'était pareil en termes d'attitude défensive des Mavs. Sauf que là, c'est ça aussi la grande différence pour moi, c'est que, et c'est là où ça peut totalement changer la série complètement par rapport à ce qu'on a vu, c'est peut-être le point central de cette série, pour moi, c'est à quel point est-ce que Boston et son spacing peuvent totalement anéantir ce genre de schéma de Dallas. Voilà. Clairement, s'il y a un point à retenir, je pense que c'est celui-ci. Autant on a déjà évoqué plein de choses, y compris au niveau de l'attaque de Dallas, et puis le pick and roll, on peut faire ça, on peut faire ci, ajustement, contre-ajustement, etc. Je pense que grosso modo, Dallas va s'en sortir en attaque, mais pour moi, la clé de la série, c'est pas tant comment est-ce que la défense de Boston va contenir Doncic, ça, ils y arriveront plus ou moins, parfois plus moins, parfois plus. Mais la clé de la série, pour moi, c'est l'attaque de Boston. Et donc, surtout, ce point clé. Est-ce que Boston, avec son spacing génial et ses shooters géniaux, peuvent anéantir les schémas préférentiels de Dallas qui ont fait que Dallas est aujourd'hui en finale NBA? Voilà, c'est très simple. Dallas s'est beaucoup appuyé là-dessus, sur ces schémas, sur switch plus aide, et pas que switch plus aide, même aide tout court parfois, à ne pas respecter les spacings. Là, c'est une toute autre histoire. C'est le meilleur spacing de NBA, presque sans contestation possible, à mon avis. Donc, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Et donc, c'est là où, peut-être, si en effet, il y a des aides qui viennent pour protéger Doncic, pour protéger Irving, à quel point est-ce que tu peux te mordre les doigts? Parce que c'est exactement ce que veut, finalement, Boston. Boston, le but de ces mismatchs qu'ils vont chercher, c'est pas que pour le scoring de pull-up face par-dessus le mec, c'est aussi pour créer du jeu. Et donc, notamment, provoquer des rotations, des aides et les punir avec ce spacing magnifique. Et beaucoup de catch and shoot et des catch and shoot qui rentrent pas mal parce que c'est Boston. Donc, vraiment, pour moi, c'est le point central de cette série. Je pense que Boston va souffrir un peu en défense, plus ou moins, mais ils vont souffrir en défense, mais je pense que la série, ils peuvent la gagner là-dessus, sur ce côté, arriver à scorer beaucoup et donc, notamment, mettre à mal ces schémas d'aide de Dallas très, très proactifs, très agressifs même, on peut dire. Non pas agressif sur le ballon, mais agressif en termes de rotation off-ball, parce que sur le ballon, juste, ça switch. Mais voilà, s'il y a bien une équipe qui est capable de punir ce spacing, ces aides, c'est le spacing de Boston, à mon avis. Donc, véritable point clé, le point clé de ces finales, à mon avis, c'est ça. Et finalement, c'est des schémas d'aide qui peuvent s'appliquer partout, parce que là, on a parlé de beaucoup de faire des switches, mais c'est peut-être même pas forcément ça qu'on va voir tout le temps et partout, voire même pas forcément sur le poste 5, donc on disait aussi. Mais il y a aussi d'autres types de couvertures qui peuvent être testés, par exemple, notamment du drop, de faire un drop, donc rester bas par rapport au niveau de l'écran avec des intérieurs.
Bon, ça c'est un truc que Boston peut contourner aussi, parce que l'avantage du drop, c'est tu verrouilles l'accès au panier, donc tu forces à prendre un pull-up à mi-distance, par exemple. Bon, Boston, ils peuvent mettre les pull-ups, mais surtout, ils peuvent aussi, très simplement, si tu veux faire un drop avec un intérieur, ils peuvent faire leur pick and roll entre petits, en fait, et donc aller générer de l'attaque ailleurs, et quand même avoir un switch, ou quand même avoir un truc intéressant. Si vraiment le drop défensif de l'intérieur de Dallas, ça marche pas, on attaque ailleurs, c'est pas grave. Mais donc il y a le drop, il y a aussi le edge, donc notamment mettre un peu de pression, plus ou moins, ça peut être un hard edge, ça peut être plus ou moins de la pression, mais mettre deux contre 1 sur le ballon pour forcer le porteur de balle à lâcher la balle. Sauf que ça, c'est pareil, c'est comme le switch, tu as besoin de le protéger. Si tu peux pas juste faire un 2 contre 1 sur le ballon et ensuite laisser ouvert le roll ou ouvert le pick and pop, voilà, tu es obligé de compenser. Donc c'est là qu'on retombe aussi sur la question du spacing, puisque si Dallas fait ça et compense derrière, à quel point c'est pas dangereux, parce que c'est pas n'importe qui, et c'est le spacing de Boston qui peut punir ce genre de rotation pour compenser le edge, notamment edge ou blitz ou n'importe quoi. Mais d'ailleurs, ça, si je peux noter un peu, j'ai hâte de voir ce côté diversification des schémas défensifs, parce que, comme dit, je pense que parfois ça peut avoir son avantage, donc notamment le drop pour verrouiller le panier, rester bas par rapport au niveau de l'écran et forcer à prendre ses pull-ups. On sait que parfois Boston a un peu cette tendance à ronronner dans le périmètre, donc pourquoi pas. Et puis même au niveau du edge, ou des blitz, ou enfin en tout cas mettre de la pression sur le ballon sur le pick and roll, c'est aussi la faiblesse de Boston, c'est qu'on n'a pas un passeur d'élite. On n'a clairement pas un passeur d'élite. Contrairement, comme dit, paradoxalement, c'est un peu, ils ont ce style qui d'habitude est pratiqué par des attaques héliocentriques avec un passeur d'élite. Eux, ils n'ont pas ça, c'est tout le monde qui attaque des mismatchs tout le temps, mais il n'y a pas de passeur d'élite. Donc à quel point, je sais pas, parce qu'il y a cette question du spacing, donc tu peux pas non plus trop découvrir tout le temps, peut-être, je ne sais pas, mais à quel point il n'y a pas aussi cette carte à jouer sur un moment de la série, ou même l'entièreté de la série, mais peut-être à un moment ou certaines séquences, de faire des pressions sur le ballon, parce que c'est pas des top passeurs. Notamment, je roule l'idée, c'est un passeur académique, mais c'est pas la folie. Comment est-ce qu'il va réagir si tu as une prise à deux extrêmement agressive de Gafford plus son défenseur? Je pense que le plus manipulateur de tous, c'est Derrick White, mais qui n'a pas la taille non plus. Donc voilà. Et à quel point aussi est-ce que tu peux pas aller appuyer là où ça fait mal en termes de decision making et de passing en mettant de la pression sur Tatum et Brown, qui sont des passeurs compétents, plutôt profil scoreur polyvalent, donc un peu de passing, mais surtout scoreur. Donc c'est pas du Doncic, c'est pas du Harden, encore une fois. Donc à quel point il n'y a pas ce truc à aller chercher, à aller titiller, même au prix peut-être de concéder décalage ailleurs, mais à quel point tu peux pas aller appuyer parfois et faire mal, appuyer là où ça fait mal, pardon, sur ce côté passing et pression sur Tatum, sur Brown, pourquoi pas Derrick White, pourquoi pas Jrue Holiday, et voir s'ils sont capables de faire les lectures et de faire les passes, quoi. Donc le côté dangereux, c'est que s'ils font la passe et qu'ils ressortent assez proprement et assez vite, derrière il y a le spacing pour te punir, donc t'es mal. Par contre, c'est vrai que ça peut se jouer, ça peut se tenter. Ce côté, ils vont faire des mauvaises décisions, ils vont faire des turnovers, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu cette carte à se garder sous le coude pour les jeunes kids. Peut-être pas toute la série, évidemment, mais par séquence, je serais assez curieux. Ou alors, si Boston arrive à punir tous les switches et que ce fameux schéma de switch est un peu trop compliqué, à quel point tu vas juste pas priver Tatum du ballon, en fait. Hein. Juste, si tu arrives à le mettre en position tout le temps et que il arrive à switcher, à obtenir le switch sur Doncic et le punir un peu trop souvent, ou sur Irving et le punir un peu trop souvent, etc., à quel point tu peux pas juste dire, on arrête de faire le switch, on fait des prises à deux, et puis voilà. Au pire, les autres vont nous punir, mais au moins on prive Tatum de la balle. Bon, comme dit, une part de risque, mais pour le coup, la part de risque, j'essaie d'être clair, mais pour moi, la part de risque là-dedans, elle est plutôt due sur le spacing et le collectif, le spacing de Boston, plus que sur la qualité de passe. Donc, là où ça peut marcher, c'est si tu arrives à court-circuiter le jeu avant que la balle n'arrive vers le spacing. Voilà, c'est dans ça que le pari peut être gagnant, et c'est aussi là-dessus où c'est différent de Doncic, où Doncic, non. Doncic, la prise à deux, il va toujours arriver à s'en sortir. Alors que là, avec Boston, pas forcément. Autant Doncic, les prises à deux, il peut sortir tout le temps, et après, la question, c'est à quel point est-ce que le spacing et les connecteurs de Dallas peuvent faire le boulot, ça, on sait pas. Mais le passing, ok. Par contre, c'est les connecteurs et le spacing où on se pose la question. Boston, c'est l'inverse. Et donc, à quel point est-ce que tu peux mettre des pressions pour empêcher le plus tôt possible et empêcher que ça en arrive vers le spacing et faire le boulot sur forcer les turnovers au niveau du ballon.
Bon bref, voilà à se garder sous le coude, mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'avantages à faire ce switch que Dallas pratique assez fréquemment, et même tout le temps en fait, c'est que déjà on l'a dit, pas de pick and pop, alors que c'est une arme cruciale du répertoire de Boston, c'est ce pick and pop. Bon, je sais aussi que quand il n'y a pas de pick and pop ouvert, qu'il y a un switch, Porzingis va s'installer au poste bas, et il shoot par-dessus les mecs, poste bas, poste haut d'ailleurs. Bon, je pense que c'est un tir, je dirais pas que tu es content de concéder, mais déjà, tu peux miser, faire des prises à deux et miser sur le fait que Porzingis n'a pas un passing de folie sur ses postes bas. Donc voilà, il se dit, bon, j'ai une situation où je peux attaquer Irving, par exemple, au poste bas et shooter par-dessus. Ok, mais si tu fais une prise à deux agressive, il n'a pas du tout le passing et le decision making pour sortir proprement à chaque fois, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est vrai que c'est pas un tir hyper rentable. Ça peut rentrer, et sur des matchs, ça peut rentrer même de manière très rentable, mais c'est pas créateur de jeu autant que drive and kick, voilà. Ça crée pas de jeu, c'est juste je prends mon tir par-dessus, quoi. Et avec ce côté aléatoire de parfois je le mets, parfois je loupe, mais ça change pas grand-chose, quoi. Donc, voilà. Au niveau du switch, il y a ce premier avantage de pas de pick and pop. Il y a le deuxième avantage aussi d'attirer l'adversaire vers de l'isolation, comme on a dit, et non pas d'enchaîner sur la création de jeu beaucoup plus fluide et beaucoup plus dynamique de swing, comme j'appelle ça, de je pénètre, driving kick, ça ressort, ça attaque le close-out, extra passe, etc. Je trouve le joueur ouvert sous le panier et autres. Non. Là, avec du switch, tu arrives à ralentir le jeu et à attirer l'adversaire vers de l'isolation, en fait, très, très simplement. Donc ça, pareil, en termes de rentabilité, c'est un peu plus bas que la création de jeu plus fluide, deuxièmement. Et puis, surtout, troisièmement, que Boston, c'est pas vraiment l'équipe qui est capable de mettre la plus grande pression au panier qui existe. C'est même leur faiblesse. Et c'est même là-dessus où je pense qu'il y a pas mal de doutes. Il y a eu beaucoup de doutes par rapport à la transposabilité de cette attaque depuis toujours entre saison régulière et playoff. C'est que il y a cet aspect où vous êtes bien content, vous arrivez à obtenir des switches et vous êtes très bon en saison régulière, mais sauf qu'en playoff, c'est là où le niveau de compétition est beaucoup plus élevé, et donc les défenses sont aussi d'un niveau bien plus élevé, ressort beaucoup plus cette faiblesse de ok, t'as ton switch, mais tu prends ton pull-up un peu nul, quoi. C'est un peu dommage. T'as ton switch, t'as ton 1 contre 1 avantageux, mais t'es pas capable d'aller au panier un peu malgré tout. Un peu à volonté, tu vois, au panier, comme le fait Doncic, comme le faisait Harden dans son prime, comme le faisait LeBron et autres. C'est vrai que Boston, on l'a dit toute l'année, on le dit depuis des années, ils ont ce défaut de ronronner dans le périmètre. Voilà. Et donc, notamment, y compris sur des switches, il y a un peu cette tendance, j'allais dire qualité ou défaut, mais non, cette tendance à punir le switch sur un pull-up. Et en tout cas, à pas forcément tout le temps, et de manière répétée en quantité et en qualité, à tout le temps punir en allant au panier pour encore et encore des tirs rentables, des situations rentables où tu as le lay-up, tu as les fautes, ou alors tu casses la défense et tu fais un driving kick. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, et c'est là-dessus où je pense que ça peut jouer côté Dallas, c'est que finalement le fit est plutôt bon de ce point de vue-là, parce que on a affaire à une équipe de Boston dont la faiblesse est la fréquence de tir au panier. Et la pression, la capacité à aller mettre la pression au panier de par donc notamment des drives, ça ils l'ont pas. Ça ils l'ont vraiment pas, donc à quel point est-ce que là aussi, ce côté faire des switches défensifs côté Dallas et attirer Boston sur ce genre de 1 contre 1, sachant que leur tendance naturelle, c'est pas de punir le 1 contre 1 sur un drive au panier, mais de rester dans le périmètre, de faire un petit drive avec un flotteur, ou de faire un pull-up, ou de faire un step back à 3 points. Bon, certes, ils peuvent les mettre, mais il y a un peu ce côté qu'on a déjà connu, où ça peut pas rentrer tout le temps, premièrement, et puis ça peut s'enrayer aussi, quoi. Et surtout en playoff, ça peut s'enrayer parce que c'est pas comme en saison régulière où tu peux alterner, faire une possession par-ci, par-là, voilà, tu peux changer, ou tu as d'autres solutions, de toute façon le niveau de défense c'est pas pareil. Là, c'est vrai que point de bascule, je dis pas ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi d'ailleurs un cas où ils prennent ces fameux step back à 3 points, ils vont pas tant que ça au panier, mais ils prennent les step back dans le périmètre et finalement ils les mettent. Donc il y a rien à dire, il y a un shot making pur, une adresse pure qui sauve un peu tout ça. Mais voilà, il y a cet aspect où à quel point est-ce que c'est pas un bon fit pour Dallas, ce côté où Boston, ils aiment bien les mismatchs, mais ils les attaquent pas tout le temps de la bonne manière. Ça pourrait jouer. Et c'est aussi donc l'attrait de ces fameux switch, c'est que pas de pick and pop, donc pas de décalage là-dessus, ça entraîne Boston sur de l'isolation un peu statique, plutôt que sur du driving kick, swing, extra pass, et puis panier. Et puis, ça fit bien en termes de Boston, qui n'est pas une équipe qui aime mettre de la pression au panier, alors que de l'autre côté, Dallas, eux, ils aiment bien boucher l'espace intérieur et forcer ces tirs loin du panier. Et on a vu que SGA, il les mettait,
Donc ses pull-ups, il pouvait pas faire autrement. Il les mettait, ses pull-ups d'isolation dans le périmètre. Il allait pas au panier parce que c'était bouché. Bon, il les a mis beaucoup, mais Dallas, OKC, ça n'a pas suivi derrière. Donc malgré le shot-making de SGA, ça n'a pas suivi. Et puis on a vu aussi qu'Anthony Edwards, ça a bloqué, quoi. Minnesota, ça a beaucoup bloqué aussi à cause de ça. Donc, à quel point est-ce qu'ils peuvent répéter l'action, sachant que ils sont meilleurs en pull-up, mais moins dangereux en termes de drive que Edwards, je veux dire. Je sais pas. À surveiller ce côté rim pressure de Boston contre défense intérieure de Dallas, puisque, en effet, comme dit, c'est peut-être paradoxal, mais paradoxalement, Boston est une équipe qui recherche le switch et le mismatch. Ils font la chasse au mismatch via des pick and roll et via des switches qu'on essaye de forcer et d'obtenir. Mais paradoxalement, c'est là où ils sont le moins dangereux. Et vraiment, j'insiste, parce que comme dit, c'est assez paradoxal, mais c'est une équipe qui va beaucoup chercher l'écran qui va changer, et donc attaquer tel ou tel match-up et tel ou tel mauvais défenseur qu'on veut cibler. Ok. Et pourtant, moi, je trouve que c'est là qu'ils sont le moins bons. C'est sur ce genre de situation, alors que à l'inverse, quand ils se décident à enclencher un peu le passing, il y a un tel spacing que si en effet tu as ton mismatch et tu l'attaques et tu fais le driving kick et tu fais swing extra pass, c'est là où ils sont le meilleur en fait. Parce qu'il n'y a pas d'antidote en fait, il n'y a pas de défense qui est capable de gérer ce spacing de folie. Donc voilà aussi la valeur de ce switch, c'est que ça permet paradoxalement d'entraîner Boston là-dedans et de les entraîner et d'essayer de les faire nous punir, mais de la mauvaise manière, quoi. Alors que si tu fais des pressions, comme j'ai détaillé un peu tout à l'heure, si tu fais des 2 contre 1 peut-être sur le pick and roll ou des trucs comme ça, est-ce que ça n'enclenche pas tout un système de mouvement dans ce spacing qui est un peu trop compliqué à défendre, quoi. Donc voilà pour moi la valeur du switch. Et puis, on a aussi parlé des match-ups défensifs avec de l'autre côté du terrain. Parlons-en aussi un peu ici. Et pas tant les match-ups, enfin si, un peu les match-ups, mais qui est-ce qui va défendre sur Porzingis? Et je dis ça dans le sens où est-ce qu'on a vraiment intérêt à mettre notre pivot sur Porzingis, sachant que le contre-move assez facile de la part de Boston, c'est de laisser Porzingis sur l'aile ou alors en tête de raquette, à 3 points, quoi, en plein centre du terrain. Et d'autant plus que, souvenez-vous, c'était un peu ce qu'avait fait OKC sur la fin de série où ils s'étaient un peu ajustés. Ils avaient réussi à trouver pas mal de bonnes solutions, même si les tirs n'étaient pas rentrés. Mais c'est comme ça qu'ils avaient réussi à créer un peu de spacing, c'est en mettant Chet Holmgren sur l'aile. Et donc, que se passait-il? Il était défendu par Gafford, ou Gafford de Lively. Et donc, le pivot de Dallas était sur l'aile. C'est une situation où il ne peut pas venir aider au panier aussi facilement que si Porzingis était dans le corner et le défenseur donc pouvait coulisser en un pas, coulisser latéralement depuis le corner ou en tout cas le dunker spot vers le panier. Là, en mettant Chet Holmgren sur l'aile, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et donc le low man, le mec qui doit aider au panier, c'est celui qui est le plus proche de la ligne de fond, le low man, l'homme le plus bas, littéralement, donc celui qui est le plus bas par rapport à la ligne de fond, c'est pas le pivot. Donc, il y a ça aussi. Il y a cette question des match-up, de est-ce que tu mets Lively ou Gafford sur Porzingis, mais sachant que ça va les éloigner du panier. Je ne sais pas, est-ce que si tu fais pas ça, est-ce que Porzingis va pas se dire, ou est-ce que Boston va pas se dire, si c'est PJ Washington ou Derrick Jones Jr. Qu'on met sur Porzingis, tu vas l'attaquer au poste bas, et finalement ça marche plutôt pas mal, parce qu'avec la taille, on rentre les tirs, donc voilà, potentiellement. Et puis même en termes non pas de match-up, mais de rotation, finalement, comment on fait, qui va jouer? Et je sais que Pritchard joue beaucoup, et je pense qu'il y a un peu cette catégorie on parlait de ces stunts et ces aides que fait très bien Dallas, donc rétrécir le terrain, en tête de raquette, en fin de raquette, un peu partout, boucher l'espace intérieur. Notamment, pour moi, il y a 2 joueurs qui peuvent être clés là-dedans, au-delà des titulaires évidemment, mais ce sont Peyton Pritchard et Sam Hauser. Et les deux dans des styles assez différents, pour le coup, et les deux en plus étant potentiellement des cibles que Dallas peut totalement punir, donc à voir à quel point ça peut être rentable ou pas. Mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, on a affaire à 2 potentiels stunt beaters, à mon sens. C'est-à-dire Sam Hauser, le shooter d'élite, pourquoi est-ce qu'il peut battre ses stunts? C'est très simplement, tu te mets, non pas à 3 points, tu te mets 1 mètre, 2 mètres ou 2 mètres et demi derrière la ligne à 3 points, ou j'exagère un peu, mais vous voyez un peu l'idée, ou pas seulement à 3 points, et donc tu te mets sur l'aile, et donc quand ton défenseur t'abandonne pour faire un stunt, tu as un tir ouvert. Et surtout, tu es un shooter d'élite qui peut dégainer immédiatement. Donc, ce fameux stunt beater de le mec qui est sur l'aile, qui va battre les stunts, qui va soit les empêcher, parce que il y a la menace du shoot, donc le défenseur va pas faire le stunt, soit, sinon, si le défenseur fait l'aide en effet, et l'abandonne et dézone pour l'abandonner, pour aller aider sur un drive, il y a Sam Hauser qui attend, qui est prêt à shooter, exactement comme Max Strus l'avait fait l'an dernier, par exemple en finale NBA.
Voilà, c'était aussi un ajustement de Spoelstra, c'est de dire, bon, bah, si vous venez aider à rétrécir le terrain comme Denver aime bien le faire, on met un mec, Max Strus, on le met sur l'aile, et donc il y a une passe directe qui est faite, et puis ça punit le stunt. Donc Sam Hauser, c'est plutôt ça. Pritchard aussi, il peut le faire sur le shoot, il peut punir avec ce côté-là, parce que c'est plutôt un bon shooter, hein, vraiment. Et puis surtout, Pritchard, il y a aussi l'option de ensuite attaquer le close-out. Un peu comme d'ailleurs Jaden Hardy. Hardy, c'est ça. Hardy, c'est le shoot à 3 points, ou alors attaquer parce que c'est un porteur de balle de formation, donc ça aide. Et Pritchard, c'est ça. Et honnêtement, je pense que Pritchard peut avoir un rôle clé s'il n'est pas trop ciblé en défense, parce que là, j'ai évoqué l'exemple du stunt beater, donc sur l'aile, mais finalement, j'aime beaucoup moi son connecting un peu partout, Pritchard. Je sais que c'est pas trop l'avis de beaucoup de fans, enfin, pas à cause de l'attaque, mais à cause de la défense, mais j'avoue qu'il peut apporter un certain lien à l'attaque quand il est pas trop en mode je ralentis l'attaque, je garde la balle 30 secondes, je fais mon attaque. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de faire ce lien, il y a déjà un décalage qui a été créé. J'attaque la balle, en sortie de dribble dès la réception du ballon. Je fais un dribble ou deux, je traverse la raquette et je fais l'extra passe. Voilà, un peu de lien. Et comme dit, cette équipe de Boston, c'est pour dézoomer par rapport à Pritchard, mais elle a aussi beaucoup de connecteurs. Elle en a beaucoup, et donc on parlait de spacing pour battre Dallas qui dézone, mais il y a ça aussi. Il y a aussi ce côté connecteur où Jrue Holiday est excellentissime dans ce rôle-là pour bouger sans ballon, trouver les ouvertures dans la défense et je reçois la balle, je fais l'extra passe, voilà, apporter ce liant-là et aller renverser la balle de l'autre côté. Derek White peut jouer ce rôle-là, donc Peyton Pritchard, enfin bref, il y en a plein. Et puis pareil, Al Horford aussi dans ce rôle-là peut être très bon. Donc, à quel point le côté spacing, mais aussi le côté connecting peut pas faire du mal à cette défense de Dallas qui va forcément essayer de dézoner, de boucher l'espace à l'intérieur. Ben voilà, s'il faut défendre des shooters, mais en plus, pas que des shooters, une attaque qui est capable d'attaquer les close-out et de trouver un autre shooter quand il y a le bon close-out qui est fait, ben c'est un peu un point clé pour moi. C'est un peu un point clé, un point de bascule, donc à surveiller. Même si, comme dit, il y aura le compromis défensif pour Hauser et pour Pritchard. Et puis, tant qu'on est aussi sur les rotations, finalement, quid de l'intérieur? Est-ce qu'on va jouer avec Luke Kornet, qui a joué pour l'instant beaucoup en playoff, mais parce qu'on n'avait pas affaire à des top porteurs de balles, je pense. Donc, il y avait l'option drop et puis l'option verticalité en attaque de Kornet qui était pas mal. Je sais que sur le deuxième match de saison régulière, enfin, le premier, il s'est fait beaucoup. Dallas a beaucoup fait mal à Kornet, donc le deuxième, il n'a pas joué. Et c'était plutôt Xavier Tillman. Mais Tillman, forcément, ça apporte un spacing en moins. Donc, c'est aussi à voir. Et puis, Tillman est pas mal au niveau des switches. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Par contre, je trouve sa défense collective en termes d'aide en deuxième rideau et autres, pas génial non plus, mais c'est un peu son profil. Hein. C'est un mec qui apporte rebond, c'est un mec qui apporte un peu de mobilité en termes de défense au poste bas aussi. Je pense qu'ils l'ont pris aussi au cas où Denver aurait été en finale. Mais voilà, c'est pas non plus un volume off ball avec une vivacité géniale pour les rotations, voilà. Donc ça aussi c'est compromis. J'avoue que j'ai aucune idée de qui va jouer. Là j'ai parlé de la défense, mais c'est vrai que Tillman apporte aussi beaucoup de. Bon, il apporte pas de spacing, mais il apporte tout de même du passing. Donc ça c'est assez cool dans ce côté connecteur justement. Donc interrogation, qui de Tillman ou de Kornet va jouer, qui de Hauser ou Pritchard va jouer? Est-ce que ce sera aucun des deux? Est-ce que ce sera les deux? Est-ce que ce sera seulement Pritchard? On sait que Joe Mazzulla préfère Pritchard. Et puis, un point que j'ai oublié. Oui, non, le post-up aussi. J'ai même pas évoqué, mais à quel point est-ce qu'on peut arriver à développer un peu plus de post-up? Parce que c'est une source d'attaque un peu différente et qui permet d'organiser pas mal de schémas un peu différents, notamment. Donc, puisque Dallas aime bien rétrécir les espaces, notamment sur des pick and roll, sur des isolations face au jeu, il y a cette option de mettre la balle au poste bas, plus proche du panier déjà, et puis à un endroit du terrain où, comme on dit, la géométrie du terrain est un peu différente, en fait. La balle est déjà plus proche du panier. Le quid aussi à surveiller. S'il y a des post-up, d'où vient l'aide? Est-ce qu'on fait une aide depuis from the top, donc depuis l'aile, quelqu'un qui descend depuis l'aile pour faire une prise à deux ou poste bas? Est-ce qu'on a une aide depuis la ligne de fond, une baseline double, par exemple? De l'autre côté, est-ce que c'est pas aussi plus facile pour Boston d'organiser des sorties d'écran, des splits, donc des écrans pour quelqu'un qui plonge au panier ou alors quelqu'un qui ressort à 3 points, notamment pour Zingis, par exemple? Voilà, c'est une source d'attaque qui est différente, qui permettrait aussi de contourner ce côté surcharger le terrain en amont de l'action par Dallas. Et pour de vrai, en plus, c'est quelque chose que OKC faisait très bien en saison régulière, mais qu'ils n'ont pas fait du tout contre Dallas. Il y a peut-être une raison, il y a peut-être un côté match-up, il y a peut-être un côté, finalement, SDA, il avait sur lui des gros défenseurs, donc ça valait peut-être pas forcément le coup, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, Boston, je pense qu'eux, ils pourraient, ils devraient
à mon sens, un peu plus insister sur cette variation entre le poste bas et le périmètre. Parce que, comme dit en plus, c'est une situation qui permet de libérer des shoots ouverts plus facilement, des sorties d'écran, etc., etc. Et ça, autant la défense de Dallas, elle est très bonne pour défendre de manière en étant gros, en position, en pré-rotation et faire du mal et boucher l'espace, ok. Autant sur des post-up split, par exemple, sur des sorties d'écran, sur des trucs, la balle au poste bas et puis une coupe d'un côté puis un sens, voilà, ce genre de truc. Le mouvement, c'est pas trop leur truc. Dallas, le mouvement, c'est pas trop leur truc, donc le poste bas pourrait permettre ce genre d'action à surveiller. Et puis, on est un peu obligé de finir par ça, je pense, mais à une échelle un peu plus macroscopique, donc plutôt que du détail tactique microscopique, mais le 3 points. Le 3 points. C'est vrai que c'est un peu un élément à double tranchant, je trouve, et la question, c'est difficile de traiter la question parce qu'il y a beaucoup de rejets un peu idéologiques, j'ai envie de dire, il y a trop de 3 points, il faut aller au panier, enfin, il y a une partie de vrai là-dedans, on est d'accord. Mais il y a aussi une partie de mais Boston, ils prennent trop de 3 points, quand ça passe pas, ça cale, etc., etc. Oui, et en un sens, tout ceci est vrai, mais après, c'est une question de nuance, je trouve. Mais il y a un peu un double tranchant pour moi avec cette attaque de Boston qui, en effet, on l'a détaillé même nous-mêmes, elle a cette faiblesse de pas aller souvent au panier. Et donc, elle a aussi cette faiblesse, plus globalement, de ronronner dans le périmètre. Mais, sauf que la différence, c'est qu'on ne parle pas que de 3 points, on parle aussi de pull-up un peu nul, quoi. Il y a un peu ce côté, on fait pas de drive, quoi. Donc voilà, il y a tout qui est cristallisé autour du 3 points, alors que non. Ce côté ronronnage dans le périmètre, c'est aussi des pull-up à mi-distance qui sont pas très efficaces de la part des stars, quoi. C'est le fait de pas faire de drive. Ok. Mais là où je parle de double tranchant, c'est que, en effet, on a déjà connu des matchs et des séries de Boston où ce 3 points est cale. Et donc là, il n'y a plus de plan B. Il n'y a plus de plan B parce que tu te reposes quand même beaucoup sur ce tir à 3 points. Et il y a des fois, voilà, c'est un peu le hasard des séries de playoffs avec des échantillons minuscules. Si ça se trouve, il y a tout qui peut. Enfin, il n'y a rien qui peut rentrer, quoi. En tout cas, pas assez. Donc, c'est là-dessus où il y a une différence avec une équipe comme Dallas, par exemple, où si les 3 points ne rentrent pas, au moins, on a ce plan B, ou voire même plan A, mais ce truc de, si ça rentre pas, on peut aller à l'intérieur, on peut faire des drives avec Doncic. Voilà, Doncic a ce côté implacabilité sur drive, un peu drive malgré tout, pour quand même aller au panier. Pareil avec Kyrie d'une certaine mesure, mais c'est vrai que Boston, il y a un peu ce défaut de, on n'est pas capable tout le temps d'aller au panier, et on a cette attaque un peu simpliste de mismatch, je ressors 3 points. Voilà. Et en un sens, donc, il y a ce côté double tranchant, parce que ça peut être un négatif, il peut y avoir des matchs où ça s'enlise, mais de l'autre, c'est vrai qu'on a aussi affaire à une équipe de Boston qui est excellentissime à 3 points et qui a que des bons shooters, en fait. Une majorité de bons shooters. Et là encore, comme j'ai dit tout à l'heure pour Dallas, il n'y a pas besoin de faire 7 matchs à 40% à 3 points. Ça, c'est inatteignable. Ok. Mais par contre, tu as besoin de 4 victoires à peine. Et tu n'as même pas besoin de 4 victoires avec 4 fois tiré à 60% à 3 points. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cet aspect où la critique, à mon avis, est totalement légitime, mais on ne parle pas de n'importe quelle équipe. Je pense que, en effet, ça peut revenir leur faire beaucoup de mal si ça s'enlise et que ça continue à prendre ces 3 points et qu'en plus, on parle de probabilités qui ne sont non indépendantes. Bon, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais il y a pas un effet cercle vicieux quand ça commence à ne pas rentrer. Mais bref, donc je pense qu'en effet, ils peuvent être punis là-dessus sur des mauvais matchs et des mauvaises tendances et voilà. Mais il y a aussi ce fait que c'est une escouade de shooters qui est assez exceptionnelle, quoi, en termes de qualité et de quantité. Donc, là, sur les playoffs, pour l'instant, ils ont toujours très bien shooté, sauf une fois ou deux, je crois, on en a parlé. Mais c'est pas que du hasard, c'est pas que de l'aléatoire, et c'est pas un type de performance que n'importe quelle équipe pourrait faire. Il y a aussi cet aspect où finalement, il n'y a que des bons shooters quasiment dans cette équipe. Donc, la panne, si elle arrive, ça veut dire qu'elle doit arriver avec tout le monde en même temps. Et c'est possible, on est d'accord. Mais il y a tout de même cet aspect où c'est pas pareil que si tu étais une équipe un peu lambda et tu te reposais à ce point sur le nombre de 3 points, mais sans avoir les shooters de qualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un peu cette nuance. Alors, à voir à quel point c'est de la nuance qui va impacter ou pas, à quel point en tout cas. Mais pour moi, il y a cette nuance que, c'est pas parfait. Si j'avais une baguette magique, je ferais driver plus Tatum et Brown, notamment, et peut-être un meilleur passeur de pick and roll ou ce genre de choses, ok. Mais en même temps, voilà, c'est quand même beaucoup de très bons shooters à qui on donne beaucoup de tirs. Ça a aussi des répercussions, là on parle vraiment de côté mettre le tir ou pas, mais comme dit, ça a aussi des répercussions en termes de menaces, même quand le tir n'est pas mis et que juste le mec est dans le corner, il y a une question de menace par rapport à Dallas et par rapport tactiquement en fait, de retenir des défenseurs de venir aider, ou alors enfin voilà, c'est pas que mettre le tir ou pas. Donc, voilà, je
pense que ce double tranchant, il existe. Il existe et parfois je trouve que certaines critiques ne voient que le côté négatif. Alors que ça va un peu dans les deux sens, je trouve. Oui, il peut y avoir des trous d'air et ça peut être un problème. Mais de l'autre côté, ils sont tellement bons là-dessus que ça peut aussi passer, quoi. Il n'y a pas besoin de 7 matchs à 60% d'efficacité à 3 points pour que ça passe. Bref, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que je me tente à faire un pronostic ou pas? D'habitude, j'en fais pas. Et je pense qu'il vaut mieux pas que j'en fasse. Je pense que la raison voudrait qu'on dise Boston, à mon avis. Mais j'ai envie de mettre une pièce sur Dallas. Donc, je mets une pièce sur Dallas. Soyons fous. Mais voilà pour cette petite preview des finales NBA entre les Boston Celtics et les Dallas Mavericks. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cette preview, voilà tout ce qu'on avait un peu à en dire. On suivra désormais comment est-ce que ça va se passer concrètement. On fera des points, je pense, réguliers, voire même très réguliers, à la fois en vidéo et en audio, sans aucun doute. Peut-être en Twitch aussi, si j'ai un peu le temps. En ce moment, c'est un peu dur, mais peut-être si j'ai quelques soirées de libre, on peut se faire du Twitch. Donc, restez connectés. Je pense qu'il va se passer des choses pour ces finales. Et puis après, on fera notre intersaison comme d'habitude. Mais pour l'instant, focus final. Donc, la prochaine fois, il est possible qu'on se retrouve pour un bilan du match 1, peut-être. Ou alors un bilan après 2 matchs, je ne sais pas, mais rendez-vous très bientôt. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, vos petites étoiles et tout le reste. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.